Bonsoir, bonsoir. Là, ici Ici, et Jean-Baptiste à côté de moi. Et tu peux mettre ton bouton sur le banc, là. Sur le banc. Ok. Ou sur le bureau à gauche. Sur le bureau à gauche. Ça, c'est encore plus le bordel que chez moi. Hop. Alors, nous allons commencer notre rencontre. Tout le monde est bien assis, il reste des places assises, oui, non, peut-être. Voilà, devant, si certains veulent, sur le banc, à gauche. On est très heureux de vous accueillir à la boutique Potemkin voilà, pour cette rencontre. Alors, je ne vois que des habitués, mais bon, je rappelle quand même que la boutique Potemkin existe depuis une vingtaine d'années, que nous sommes éditeurs, et donc cette boutique-là qui rassemble beaucoup d'éditions, qui rassemble des livres, et depuis une dizaine d'années, on a mis en place des rencontres avec voilà, des cinéastes, des réalisateurs, des critiques. Et puis l'idée c'est d'avoir un espace de discussion, un espace d'échange. On a un micro qu'on fera circuler d'ailleurs, si vous avez des questions. Et puis après cette discussion qui durera le temps qu'elle durera, je sais qu'on a des invités bavards, il y aura une dédicace. Attends, tu sais que c'est très insultant ce que tu dis. Tu peux dire qu'on est loquace, qu'on a plein de trucs à dire, qu'on est bavard, c'est le bavardage, c'est vraiment le mec qui parle pour rien dire. Le ton est donné. Le ton est donné. Donc, mais non, mais on va applaudir nos invités, Jean-Baptiste Ray et Bernard Benoliel. Bernard, c'est la première fois que tu viens, donc tu peux être un peu intimidé. Juste le titre. Mais Jean-Baptiste, tu es un intervenant aguerri, donc là tu connais la boutique, tu en connais tous les coins et recoins. T'étais plus correct avec moi. Au début j'étais timide, maintenant je prends d'assurance. Bon, je fais quand même pour... Alors, si ce n'est pas pour vous, c'est pour les gens qui vont nous regarder sur une chaîne YouTube. Un petit rappel quand même biographique de l'un et de l'autre. Donc Bernard Benoliel, tu es un critique de cinéma, tu es directeur d'action culturelle et éducative à la Cinémathèque française. Tu as écrit dans les cahiers du cinéma sur des auteurs comme Chabrol, Omer Bayev, Kitano, Agnès Varda, Chantal Akerman, les frères Dardenne, sur des cinéastes classiques, Wilder, Powell, Sirk, Nicolas Ray. Tu as écrit dans la revue Trafic également, et tu as travaillé au festival du film de Belfort, festival Entrevue. C'est Janine Bazin qui t'a introduit, qui t'a choisi, et je crois que ça a été une expérience importante. Et puis, on a certains de tes écrits, donc tu as écrit sur Scorsese, sur Bruce Lee. Il y a un écrit aux éditions de l'Œil sur Clint Eastwood, qui est sorti récemment. Et puis, tu as dirigé la publication d'Hitchcock, La Totale, avec Muriel Joudet, Gilles Esposito, Jean-François Roger. Voilà. Bon, Jean-Baptiste, on te connaît un peu mieux, donc voilà, tu es historien du cinéma critique, réalisateur. Qu'est-ce que tu es réalisateur parce que nous avons édité tes films en DVD en Blu-ray, We Blue It, Cimino, Michael Cimino, un mirage américain, et c'est tout. Non, et oui, c'est ce que nous avons édité. Il y a aussi le DVD sur Argento. Ouais. Voilà. Et à venir, il va y avoir un People qui va sortir chez Carlotta. Bon, spécialiste du nouvel Hollywood, du cinéma italien des années 70. Parmi moi, c'est la 5e, 6e rencontre qu'on fait ensemble. On a fait quelque chose autour de Bogdanovich, autour de Michael Mann, évidemment, et dernièrement autour de ton livre, exactement, sur John Carpenter. Donc à chaque fois, bon, c'est un plaisir renouvelé, attendu, voilà. Et puis je remercie évidemment les éditions Magnani, Julien Magnani, qui est là, et qui est, qu'on peut applaudir.
c'est le troisième ouvrage qui est édité aux éditions Magnani. Il y avait Keller Navalet, il y a le livre sur Carpenter. Et ce qui nous rassemble ce soir, c'est la réédition de cet ouvrage, Road Movie USA, qui est un ouvrage qui a été édité en 2011, si je ne m'abuse, et qui là est réédité de façon augmentée. Je me trompe ou pas? Non, actualisé, augmenté, repensé, revu, remaquetté. Alors, donc vous avez, comment dire, recréé ce binôme, peut-être, pour revisiter cet ouvrage. Peut-être parlez-nous de cette collaboration, pourquoi rééditer cet ouvrage. Peut-être qu'il y avait une demande particulière. Et c'est vrai que c'est toujours intéressant et opportun aujourd'hui, dans l'époque dans laquelle on vit, de encore mieux comprendre ce vaste pays que sont les États-Unis par le biais du cinéma. Oui, en fait, effectivement, ce livre a paru en 2011 et on avait fait plusieurs constats, Jean-Baptiste et moi, à savoir d'abord qu'on avait eu du plaisir à écrire ce livre ensemble, ce qui ne va pas de soi quand on écrit à deux. Qu'ensuite, on avait, non pas un regret, mais un constat quand le livre a paru en 2011, c'est qu'il était, à juste titre, rangé dans la catégorie de beaux livres, puisque c'était un format horizontal avec beaucoup de photos et tout ça, et qu'on avait peut-être le sentiment, à force, que le texte passait un peu, non pas inaperçu, mais que dans un beau livre, a priori, on ne va pas directement au texte, et nous, on avait eu le sentiment, dans un beau livre, d'avoir écrit un essai. Et on voulait que ce texte, d'une certaine manière, puisse vivre. Et puis l'autre raison, c'est qu'il y a quelques années, on a appris, on a été informé par l'éditeur qui a, Houellebecq, qui a disparu, puis dont le fonds a été racheté par Gallimard, que le livre était épuisé. Voilà, et il s'est écoulé, jusqu'à aujourd'hui, c'est écoulé 15 ans. Donc le livre épuisé, le plaisir qu'on avait eu avec ce texte, la nécessité aussi de l'actualiser, parce qu'il n'y a pas eu tant de films que ça, disons, qui pouvaient nous intéresser entrant dans le corpus, mais quand même quelques-uns depuis 2011. Puis nous, on avait 15 ans de plus, et sur ces bases-là, on s'est dit qu'on pouvait reprendre le texte, le relire, le corriger, l'augmenter, l'actualiser, bref, et puis lui redonner une forme, et ça on en a beaucoup parlé avec Julien Magnani, lui redonner, disons, donner priorité au texte. C'est-à-dire, certes, il y aura des photos, mais que ce qu'on voulait faire réapparaître ou apparaître, c'était le texte dans un format, alors disons, plus souple, idéalement plus proche des étudiants, si tant est que. Voilà, donc entre guillemets, sinon un usuel, du moins un texte plus accessible, plus direct. Oui, donc, moi je peux ajouter par rapport au fait d'écrire à deux, parce que c'est une question en fait, parfois qu'on nous pose. C'est pas forcément évident d'écrire un livre à deux. Enfin, il y a la façon très évidente qui est de se dire chacun fait la moitié, ou à trois chacun fait un tiers, ce qu'on n'appelle pas écrire un livre à deux, hein, c'est plutôt la somme de différentes paresses. Alors que nous, ce qui a été intéressant, c'est qu'on vient à la fois, on vient de la même niche. Hein, je veux dire, il suffit de sortir dans la rue pour se rendre compte que même si on a l'air différent, on est vite proche. Mais en fait, on n'avait pas exactement les mêmes trajectoires non plus. Et je pense qu'on a pris ce sujet-là à partir au début de nos propres, alors Manfred dirait obsession pour être un peu insultant, mais disons un peu notre propre idiosyncrasie. Je refuse d'être à la tête de toi. Et donc ça c'était important, ce qui fait que, à mon avis, je pense que Bernard, lui, venait peut-être plus grosso modo d'un cinéma plus classique, j'ai envie de dire américain, avec une pincée d'Eastwood, pour faire court. Et moi, je venais plutôt d'un cinéma plus marginal, plus Nouvelle Hollywood. Et en fait, je pense qu'on a, grâce un peu à ce livre, ça a permis aussi, non pas de faire un pas l'un vers l'autre, mais de partir de ces deux endroits-là en se disant, est-ce qu'il y a une espèce de voie commune possible à trouver, ce qui fait qu'on a écrit
véritablement ensemble, même si l'un ou l'autre souvent démarrait en fait un chapitre, mais ça a vraiment été écrit à deux. On pouvait intervenir sur le texte de l'un ou de l'autre avec la plus grande confiance, et ça c'est extrêmement important en fait quand on écrit. Et ce qui fait qu'à la fin on peut pas se dire bon, ben voilà, là ce chapitre c'est Bernard, ce chapitre c'est moi, et c'est pas forcément très intéressant. Et on se voyait nous toutes les semaines pour faire le point, le bilan de là où on en était. Entre-temps, on s'était échangé les textes. Voilà, je dis ça parce que l'écriture à deux, c'est compliqué à organiser, et surtout de trouver quelqu'un avec lequel il puisse y avoir une forme de synergie ou de symbiose. Je dis ça parce que moi, j'avais fait mon tout premier livre, c'était en 98, quand j'ai lu pour Carpenter, mais avec Luc, on s'était vraiment réparti le travail, c'est-à-dire qu'il avait pris des films, j'en avais pris, on avait fait ensemble l'entretien avec Carpenter, mais je dirais le travail d'échange avait été relativement faible, alors qu'avec Bernard, ça n'a pas été le cas. Et je pense que 1 + 1, ça permettait effectivement d'atteindre un niveau que ni toi ni moi seuls, par rapport à nos neurones et au temps dont on dispose, aurions pu atteindre en fait. Et puis au regard aussi du corpus, j'allais dire presque du territoire, à couvrir. Si la route se prend à deux, là on avait drôlement intérêt, nous aussi, à la prendre à deux, parce qu'il y a énormément de films, ça implique énormément sinon de connaissances, du moins de recherche. Et ça c'est vrai, je me souviens que dans la première version, comme on se voyait une fois par semaine au minimum, il a existé quelques 24 versions du sommaire. Parce que le sommaire nous servait à chaque fois de rampe de lancement, où on remettait sur le métier, et c'est comme ça que des chapitres ont disparu, d'autres sont nés. Je me souviendrai toujours que quand Jean-Baptiste m'a dit un livre sur le road movie qui ne parle pas d'Ellis Island, c'est pas possible. Je lui ai dit qu'est-ce que tu veux dire par là? Il m'a dit je sais pas. Et bon, au final, ça a donné un chapitre. Parce que effectivement, on s'est demandé, on s'est interrogé pourquoi Ellis Island, qu'est-ce qu'on peut en dire, quels films sont concernés par ce lieu et tout ça. Et à partir de là, on tricote effectivement quelque chose qui a un rapport avec le sujet, quoi. Et puis la dernière chose, puis après on arrêtera de parler de nous, c'est le fait qu'effectivement, moi j'ai eu le sentiment qu'on était très complémentaires, et alors je l'ai éprouvé, je dirais, dans la durée, puisque moi j'avais tendance à considérer que je nous avais répartis en 2 films, ou disons en deux figures. Je disais, moi je suis le vieux dans une histoire vraie. Donc je suis sur mon tracteur, j'avance à 8 km/h et je trace et je creuse mon sillon. Et puis il y avait Bip Bip qui ne cessait... qu'il y a un chapitre sur Bip Bip. Voilà, il y avait Bip Bip qui ne cessait de passer sur ma route. Alors de temps en temps j'arrivais à le choper, de temps en temps il était tellement free as a bird que je ne savais pas où il était. Bref, il y avait ce double mouvement, et c'est vrai, moi je pense que la complémentarité et des connaissances, ou en tout cas des domaines de prédilection, et notre différence, j'allais dire presque, comment on peut la qualifier, biologique, fait que... différence d'énergie. Ah ouais, il y avait au moins 2 vitesses, et ça a beaucoup aidé le livre, les éditeurs, et je pense que on le savait pas au départ, où on le pressentait, et on l'a vraiment éprouvé. En fait, juste un truc, ce qui est intéressant, c'est que quand on a attaqué, parce qu'en fait, voilà, pour revenir plus au principe même du livre, c'est quand on se dit aujourd'hui road movie, cinéma américain, très naturellement on se dit années 70. Tu me voles mes transitions. Ah vas-y, fais-la. C'est ce que j'ai vécu. Mais non, mais voilà, ce que j'allais dire, j'allais introduire un moment lecture, tu vois, voilà, c'est ça. Je me suis dit, pourquoi le livre ne commence pas par la page 187? C'est ça, exactement. Donc la page 187, septembre 1967, dans un motel de Toronto, Peter Fonda, venu faire la promotion de The Trip, tombe sur une photo de The Wild Angels de Roger Corman, 1966, un film d'exploitation dans lequel Bruce Dern et lui-même incarne des Hells Angels de Venice Beach, semant la pagaille sur les routes de Californie. Si l'on en croit la légende, Fonda eut alors une révélation lorsqu'il comprit que ces motards rebelles n'étaient rien d'autre que les versions modernes des cowboys, sillonnant les grands espaces de l'Ouest, John Wayne et Gary Cooper on Wheels. Voilà.
Oui, Et ce qu'il y a, c'est que spontanément, quand on ouvre un livre sur le road movie, on ne s'attend pas à un premier chapitre sur le Magicien d'Oz, on s'attend à un premier chapitre sur Easy Rider. Tu as raison, mais je pense que ce trajet-là, en fait, je pense que le livre, il épouse relativement la forme du trajet que nous-mêmes, on a accompli. Donc, merci pour ta transition, et je reviens sur l'idée des 70s. C'est qu'on se dit, et Bernard et moi, on se disait, bon, road movie, voilà, 5 pièces faciles, Vanishing Point, Two-Lane Blacktop, Easy Rider. Voilà, je suis sûr que si on fait un petit sondage ici, tout le monde fait la liste des 10 road movies. Alors, certains mettront Thelma et Louise, les moins informés, mais grosso modo, les années 70, tout le monde va les dérouler. Et en fait, nous, on n'avait pas du tout l'inconscience de ça, d'une certaine manière. Mais on a presque commencé, on a fait ça de façon en fait centripète. Pardon. On s'est dit, il y a un moment donné, on va arriver à ce qui est a priori le cœur du bouquin. Mais a priori, d'ailleurs on a évolué entre-temps. Et on s'est dit, on va repartir le plus loin possible. Qu'est-ce qui à un moment donné nous amène à cette espèce de cœur du vortex, à ce vortex qui sont les années 70, et le moment où le road movie, on pourrait dire à la fois prend un nom, se popularise et devient presque un genre à part entière. Et en fait, on a mis étrangement beaucoup de temps, ce fameux chapitre dont tu parles, qu'on aurait pu attendre au début du livre, en fait, on l'a quasiment écrit à la fin. Celui sur les années 70. Ouais. Et le chapitre qui s'appelle We Blue Week, qui était vraiment, en fait, c'était notre horizon, c'était le fantôme qui allait hanter toute notre réflexion, tout le livre, etc. Mais on s'est dit, précisément, il faut que ce chapitre-là, qui a priori est le chapitre le plus évident, soit écrit à la fin. Et ce que tu viens de citer, en fait, sur, en gros, Fonda faisant le lien avec le western, en fait, dans cette citation-là, tu as le cœur de ce que va être, à mon avis, le projet du livre, à savoir que en partant des années 70, mais ça c'est vrai, on pourrait le faire dire pour toutes les rencontres, hein. Mais en partant des années 70, tu te rends compte que quand tu tires les fils, tu ne cesses de repartir. Alors tu repars aux années 60, aux années 50, aux années 30, au Magicien d'Oz dont tu parles, à Ellis Island dont parlait Bernard, et puis depuis les 70s, hein, tu vas te mettre à tirer le contemporain. Donc en fait, c'était un peu notre plaque tournante à partir de laquelle on s'est dit, qu'est-ce qui a fait qu'un jour on est arrivé aux années 70 comme étant presque l'espace, ou en tout cas le moment du road movie par excellence. Et donc évidemment, c'est toute l'histoire d'une généalogie. Alors les années 70 ont du sens si on voit d'où ça vient, qu'est-ce que ça modifie, qu'est-ce que ça change, etc. Et ensuite on est parti des 70s presque pour étudier le contemporain, et d'ailleurs beaucoup de road movie plus contemporains, de Kelly Rickard, etc. Tu vois, j'ai vu The Mastermind l'autre jour d'ailleurs, qui est aussi fin road movie. Tu l'as vu le film? Oui. Ouais. Bon. Et, non, mais je pensais à ça, parce qu'on voit bien, alors là pour le coup, qu'il y a un film qui lui aussi devient road movie, quelqu'un veut fuir, années 70, enfin, tous les items de la relecture, là pour le coup, du road movie américain des années 70 sont présents dans ce film-là. Et voilà, d'où le fait que ce chapitre que tu attendais, on savait qu'il était évident, il était un peu irradiant, mais qu'on allait repartir bien en amont pour savoir comment est-ce qu'un jour on a pu en arriver là. Alors, Bernard, avant de te donner la parole, ce qu'il y a, c'est que pourquoi je lis aussi ce chapitre à dessein, parce qu'on pense aux années 70, mais parce que ces années 70 nous relient au western, et que quand on parle d'un genre qui raconte un continent, et ça, je sais que c'est quelque chose qui tient à cœur Jean-Baptiste, c'est comment l'Amérique se raconte. Elle se raconte par le cinéma, et quel est le genre par excellence par lequel elle se raconte? Elle raconte ses fondations, c'est le western. Et vous écrivez un film sur le road movie. Donc il y a quelque chose comme ça, comme l'Amérique se raconte aussi par le road movie. Voilà. Oui, elle se raconte par le road movie, elle se raconte par le western. Le road movie est devenant, alors dans ces fameuses années 70, devenant presque le genre relais d'un western un peu défunt aux États-Unis, puisqu'on produit beaucoup moins et on réalise beaucoup moins de western. Et le road movie, c'est presque une de ses doubles caractéristiques, c'est à la fois un genre critique et nostalgique, et en particulier nostalgique du western. Donc il va beaucoup puiser, alors John Ford évidemment comme horizon indépassable, mais il va beaucoup puiser dans le western des motifs, des sujets, et c'est presque comme si le western lui-même, dans ceux qui subsistent dans les années 70, allait se mettre à prendre la forme du road movie. Pat Garrett et Billy the Kid, on peut considérer d'une certaine manière que c'est un road movie très lent. Hein. D'ailleurs, écrit par le scénariste Rudy Wurlitzer, qui a été le scénariste de Two-Lane Blacktop. Donc on voit bien qu'il y a des passerelles et que le road movie s'est nourri du western, mais le western a survécu grâce aussi à ce
entre guillemets, nouveau genre. Parce que dans les années 70, effectivement, comme dit Jean-Baptiste, le road movie prend un nom. D'ailleurs, c'est assez tardif, hein, le fait que cette expression de road movie s'impose. Avant, et jusqu'en 1970, on parle, même pour Easy Rider, on parle de travel film, on parle de dope film, on parle de biker film, on parle de road picture, mais l'expression road movie met du temps. Mais en revanche, le phénomène, lui, il a l'âge de l'Amérique. C'est-à-dire que, et c'est là où nous on a trouvé notre chemin ou notre voie, c'est que si on ne se contente pas de résumer ce soi-disant genre, ce surgenre, ou ce genre tardif ou natif, on ne le résume pas à un corpus identifié et labellisé, alors à ce moment-là, on peut se promener dans l'espace, dans d'autres genres, et aussi dans le temps. Parce que Easy Rider, d'une certaine manière, c'est l'arbre qui cache la forêt. Et si on va en arrière, on se rend compte que, tout simplement aux États-Unis, la culture de la route, quelle qu'elle soit cette route, hein, que ce soit une piste, un fleuve, un macadam, la culture de la route, elle est constitutive de l'ADN américain. Il n'y a qu'à penser qu'à la conquête de l'Ouest, qui elle-même est un trajet, une transhumance, un voyage. Tous les arts américains, la photographie, la littérature, la chanson, ont embarqué la question de la route. Donc d'une certaine manière, Easy Rider réveille en quelque sorte le phénomène, ou le relance pour des raisons économiques et esthétiques, mais c'est pas du tout une nouveauté. Et de ce point de vue-là, si Les raisins de la colère n'est pas un road movie, qu'est-ce que c'est? Et des exemples comme ça, il y en a beaucoup. Y compris, on pourrait dire, dans le western, parce que, comme on disait, le road movie n'a cessé de recycler le western. Et par exemple, le début et la fin de La prisonnière du désert, qui sont ultra célèbres, on la retrouve traitée, citée, référencée dans des road movies. Voilà. Je pense aussi à Montiel-Mann, qui est dans le sorte de crépuscule du western, en faisant des westerns presque the shooting, sur place, un western absurde qui n'avance plus, et il fait macadam à deux voix, et il s'empare de la route aussi. Comment ils actent la fin d'un genre, et ils inaugurent pas, mais ils embrassent pleinement le... Oui, après, ce qui est compliqué avec le road movie, c'est que, comme dit Bernard, en fait, d'abord, c'est pas un genre. En fait, même si le label arrive, on appelle ça un road movie, c'est pas un genre. Oui, en fait, c'est un motif, ou c'est un certain rapport au déplacement. Dès qu'un personnage ou un groupe, enfin, le convoi des braves est autant un road movie de Ford que Easy Rider. Donc dès qu'un personnage va d'un point A à un point B, ou en tout cas plutôt à l'ambition d'aller à un point A à un point B, et que le récit épouse cette trajectoire-là, c'est un road movie. Alors on ne ferait pas ça sur la RN7 ou entre Tourcoing et Brest, c'est pas ce que je veux dire. Mais c'est un truc typiquement américain. C'est-à-dire qu'on parlait d'Ellis Island, je veux dire, est-ce que les gens qui arrivent à Ellis Island ne sont pas les premiers à avoir fait une sorte de road movie sur Atlantique, parce qu'ils ont déjà incorporé cette idée qu'on va quelque part pour avoir une version améliorée de l'ICI. C'est ça le road movie. Les gens prennent la route ou la fuite. Le film d'Elia Kazan, America, 63. Le dernier quart d'heure se passe à Ellis Island. Et on va enfin accéder au sol américain, et les 2h45 sont un voyage en quelque sorte préparatoire à l'accession à cet espace. Absolument. Ça veut dire que, grosso modo, à part les Indiens natifs évidemment, l'Américain est celui qui a déjà fait un premier road movie avant d'arriver sur le territoire américain. En fait, c'est ça le truc. Donc la conquête de l'Ouest, c'est qu'une version, on pourrait dire en terre américaine, de ce qu'a été déjà cette espèce de premier voyage. Sachant qu'Ellis Island, c'est pas le pays d'Oz. Peut-être qu'on y reviendra. C'est compliqué quand on arrive sur Ellis Island. Voilà. Non, mais juste pour dire, en fait, par rapport à cette question-là, que le fait de se dire le western puise dans le road movie puise dans le western, etc. En fait, oui et non, ça on le dit rétrospectivement, et c'est presque de façon un peu téléologique. C'est-à-dire que la question, c'est même pas de se dire ça, c'est de se dire, dès lors, la fiction américaine, comme le dit Bernard, c'est la fiction de la route et la fiction du déplacement. Je veux atteindre quelque chose ou je vais fuir quelque chose. Tous les road movies partent de ces deux, à peu près, de ces deux cas de figure. Je fuis quelque chose, une situation. Alors, je fuis par exemple, dans l'épouvantail, c'est intéressant. Le
film de Schasberg avec Pacino et Ackman. L'un fuit, l'autre veut atteindre, mais à la fin, les deux finalement finissent par se mélanger. On parlait de Kelly Ricard tout à l'heure, Wendy et Lucy, c'est je fuis quelque chose pour aller en Alaska, mais ce quelque chose n'a jamais complètement décidé. Et d'autres veulent atteindre quelque chose. D'où le Magicien d'Oz, on parlera peut-être tout à l'heure. Et à partir de là, je prends la route. La route, c'est vraiment un motif typique du cinéma américain. Le film aurait presque pu s'appeler Cinéma américain USA. Le bouquin, je veux dire. Le road movie, c'est tout à peu près. Y compris les road movies empêchés, les road movies étranges, les road movies anesthésiés comme Monty Hellman, ou les road movies dévitalisés, ou les road movies impasses. Le fait de tourner en rond, c'est aussi un road movie. Hein. Bon. Et je pense que c'est ça, en fait, à mon avis, qui était intéressant, c'est de se dire, dès lors qu'il y a trajet, qu'il y a désir d'atteindre un endroit ou d'en fuir un autre, on est dans une configuration, c'est presque plus une configuration de road movie qu'un genre, et à partir de là, que ce soit le western, le road movie des années 70 ou des années 80-90, c'est toujours la même chose. Quand on prend la route, on a affaire à, on pourrait presque dire, on fait face à quelques grandes bornes, ou quelques thèmes, ou quelques items qui sont toujours les mêmes. C'est-à-dire, prendre la route, c'est généralement, grosso modo, revenir sur une histoire collective du pays, ou histoire intime et personnelle. On n'échappe pas à ça. C'est pour ça que prendre la route aux États-Unis, et même quand vous êtes touriste, enfin touriste, je n'aime pas le terme, mais vous êtes aux États-Unis, vous prenez la route et vous voyez bien que vous voyagez dans le temps de l'histoire des États-Unis. Et la deuxième chose, prendre la route, c'est rencontrer des gens. C'est sortir de sa micro-bulle ultra homogène et d'aller à la rencontre de gens. Et ces gens-là, ça s'appelle généralement un peuple américain. Et donc une fois qu'on a ces... Il y en a d'autres, mais les deux axes principaux, c'est voyage dans l'histoire, personnelle et collective, et ça, que ce soit Martin Sheen dans Apocalypse Now, Burt Lancaster dans The Swimmer, et tous les Roadrunners, etc., ils font ça. Et la deuxième chose, c'est que dès lors qu'on prend la route, on sort de son enclos, comme aurait dit Pierre-Yves Pétillon, et là on rencontre des gens, on rencontre des communautés, et toutes ces communautés-là, ça fait en fait le peuple américain. D'où le fait que nous, il nous a semblé que si on prenait ça comme configuration, ça permettait de comprendre, de voir comment est-ce que le cinéma américain s'est énormément servi de la route pour prendre la température et la mesure où l'État, on pourrait presque dire, du peuple américain. L'État, le moment solidaire du peuple, le moment éclaté, et puis le moment catastrophique. Délivrance est un road movie, Massacre à la tronçonneuse est un road movie avorté. Ils sont partis pour un road movie Station Essence, et là vous avez tous vu le film, hein, vous savez ce qui se passe. Autrement dit, le film, ce qu'on appelait le survival movie, est presque une sorte de road movie empêché. Pour moi, le survival movie appartient au road movie. Si ce n'est que le road movie n'a même pas eu le champ d'avoir lieu, qu'on est pris dans les mains de redneck, sodomiseurs et tout ce qu'on veut, là c'est un peu plus compliqué. Donc on oublie un peu la route et puis on essaie de s'en sortir à titre personnel. Mais ce sont tous la figure du hillbilly, du redneck dégénéré, en fait du redneck movie, etc. Quand on regarde tous ces films-là, on se rend compte qu'elle est souvent articulée à un début de road movie. En fait, La colline à des yeux. On pourrait citer un nombre d'exemples comme ça incalculables, et ça c'est hyper intéressant. C'est intéressant parce qu'on a fait venir il y a quelques semaines Maxime Lachaud qui a sorti un bouquin sur Shock Road, qui est sur le gothique américain, et où on était vraiment dans le sud, on a exploré toutes les... très en bas. On était dans le bayou, quoi, si tu veux, et dans tout ce qu'il y a de plus tordu. Et pourquoi tu parles de ça Non, parce que tu parles de redneck. Ah oui, voilà, c'est ça, c'est pour ça que je fais cette transition. Il n'y a pas que des rednecks tordus que dans le sud. Non, mais ce que j'ai dit, c'est parce à propos de délivrance, ça c'est quelque chose qu'on a un peu développé par exemple dans cette nouvelle version, c'est que Délivrance, bon voilà, c'est le film qu'on connaît, c'est cette descente en rivière, c'est ces trentenaires un peu aisés qui se disent on va passer un beau week-end, et puis bon, effectivement, ça se passe pas comme prévu, ça dégénère. Mais, comment dire, comme le road movie, c'est effectivement, il y a une culture de la route aux États-Unis, et que c'est un phénomène constitutif des États-Unis, il nous a paru intéressant, par exemple, de rapprocher Délivrance d'un livre de Thoreau. Henry David Thoreau, en 1839, il fait, avec son frère, une excursion en canoë. Ils construisent un canoë et ils partent aussi, ils descendent la Concord River et le Merrimack River, donc dans le Massachusetts, et ils partent pendant 15 jours. Et en 1849, donc 10 ans après, Thoreau publie un livre de cette expérience, puisqu'entre-temps son frère aîné est mort du tétanos, donc c'est aussi une manière pour lui de raviver le souvenir de son frère et de ce formidable voyage, et il publie 7 jours sur le fleuve.
Et quand on lit 7 jours sur le fleuve, c'est comme on pourrait dire, non pas le contre-champ, mais le positif, la version idyllique de Délivrance, avec déjà, dans le récit, puisqu'il ne cesse lui aussi, et eux aussi, de rencontrer des gens qui vivent au bord du fleuve, des éclusiers, des fermiers, etc. Et il les interroge et ils discutent, et l'éclusier s'inquiète de l'arrivée du chemin de fer qui pourrait, porter un coup à la navigation fluviale. Il se rend compte que tout le monde est armé, mais qu'ils ont tous le cran de sûreté. Bon, ça va encore. Tout va bien, et il décrit un monde et un temps qu'ils ont vécu absolument merveilleux, le chant des oiseaux, le goût du silence, ils chantent le soir, enfin, bon, 7 jours sur le fleuve. Voilà comment, et c'est d'une certaine manière un road movie écrit par Henry David Thoreau au XIXe siècle. Et évidemment, un siècle et demi plus tard, quand on le compare, puisque c'est d'une certaine manière le même voyage, on le compare à Délivrance, ben là, tout d'un coup, il y a presque une ressemblance et un choc, évidemment, et ça nous intéressait, parce que c'est toujours l'occasion de montrer que le road movie n'est que l'héritier, le prolongateur d'une histoire qui n'en finit pas. Ah oui. Non, et puis en parlant ce qui est toujours impressionnant avec le road movie, c'est qu'en fait on se rend compte qu'il y a beaucoup de motifs qui sont repris d'époque en époque, ce qui permet d'une certaine manière d'évaluer ce qui a changé, ce qui n'a pas changé, etc. Et là tu parlais effectivement des rednecks encore cool de Thoreau par rapport aux rednecks un peu plus énervés de Borman, de Délivrance, mais il y a ça aussi avec dans Délivrance, le duel guitare-banjo. Bon, vous avez tous vu bon. D'ailleurs, c'est pas Billy Redden, vous le savez, qui joue du banjo dans le film. Et bref, et donc dans le duel guitare-banjo, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut se dire, bon, séquence démentielle. Une des plus grandes séquences de l'histoire du cinéma, la maison, tout est dingue. Mais ce qui est assez intéressant dans cette séquence-là, c'est qu'il prend donc, à ce moment-là, James Dickey, le roman, et Borman, le film, prennent comme motif un échange musical entre deux individus qui appartiennent au peuple américain, mais pas aux mêmes communautés. Et donc évidemment. Et ce qui est intéressant, c'est que cette figure de la musique ou de l'instrument, en fait, servant de relais à ce coup, ce qui va ressouder un peuple plutôt éclaté. Et quelque chose qu'on a vu dans énormément de films, et je crois qu'on cite New York, Miami de Frank Capra, la chanson dans le bus, c'est même dans les comédies, c'est un truc du cinéma américain, quand des gens se connaissent pas, mais en plus c'est vrai dans la réalité. Vous allez dans un diner aux États-Unis, quelqu'un met une chanson de country, tout le monde se met à chanter ensemble. Nous, c'est impensable, un truc comme ça. Et tout le monde se met à chanter ensemble, c'est d'une certaine manière, la musique à ce moment-là, elle accomplit d'une certaine manière ce sentiment populaire-là. Et là, on voit bien quand on compare la chanson reprise par tout le monde dans le but du film de Frank Capra, donc on est en 1934, New York, Miami, Clark Gable, Colbert, des gens qui ne se connaissent pas, tout le monde chante ensemble, ça célèbre à ce moment-là le peuple américain. Et là, on va 40 ans plus tard, et on a un joueur de banjo, et le type qui arrive un peu naïf, qui dit, bah pareil, on va célébrer tous les deux la musique, toi t'es un redneck, t'es pauvre, moi je viens d'Atlanta, tout va bien, mais on est américain, on partage un truc du peuple. Et là, pas du tout. C'est-à-dire que la promesse, on pourrait dire, c'est pour ça que la séquence est géniale, parce qu'elle commence elle est complètement hantée par tous les films de l'histoire du cinéma américain qui nous ont prouvé que dès qu'on fait de la musique ensemble, en fait, tout s'arrange. On range les couteaux, etc. Et là, ça commence comme ça, du point de vue de celui qui va jouer. Et peu à peu, le joueur de banjo, le redneck, son visage commence à se refermer. Et en fait, la séquence pour commencer pourrait être presque comme une sorte d'affirmation d'une séquence à la Capra, l'existence d'un peuple enfin retrouvé, en dépit de nos différences géographiques, sociales, etc. On se rend compte que là, au contraire, le film nous raconte que ça ne fonctionne plus, et ce peuple-là, il se regarde en chien de faïence, et ça sera même plus que ça dans Délivrance. Et donc ce qui est intéressant avec le road movie, c'est qu'il y a très souvent la reprise de motifs et de séquences qui traversent le road movie, le western et plein d'autres. Et d'une certaine manière, à chaque fois, reprenant ces quelques séquences emblématiques, ça permet de raconter, d'une certaine manière, l'état du cinéma américain, l'état de la société américaine dans les années 30, c'est pas les années 70. Même si il y a évidemment des liens entre les deux. Et si les années 70 ont autant regardé les années 30, c'est peut-être aussi d'une certaine manière parce que c'était à la fois le double et l'autre, d'une certaine manière. Et ça, c'était quelque chose qui est passionnant, soit qu'on s'est nous-mêmes très vite relativement peu posé la question, bon, est-ce que ça c'est un road movie ou c'est pas un road movie? La question de l'appartenance au genre nous intéressait pas, en fait, et dès qu'on repérait des configurations, en fait, qui relevaient pour nous de cet ensemble de films, on s'est dit on y va. Mais il y a quand même, tu parlais d'Ellis Island, et tout ce que le road movie permet de faire réémerger toute une sorte de contre-histoire
des États-Unis et de ce peuple américain qui s'est quand même construit, d'humanitaire, qui a été, qui s'est construit sur des génocides, sur la traite négrière. Ellis Island, on parle vraiment de courant de migration. Il y a d'ailleurs le documentaire de Perec sur Ellis Island qui est incroyable. Et on voit ce que ça a été. C'est un motif qui a été souvent repris. Et tout ça pour arriver aussi aux années 30 et à la façon dont on va se nourrir de la Grande Dépression. Et donc on revient à Ford, de la colère, mais à quelque chose socialement de très violent. Et comment ça, c'est un peu le suc, de ce qu'est le road movie initial avec ce personnage du hobo, En fait, avant de laisser parler Bernard, on peut dire que nous, il y avait quand même, en fait, il y a beaucoup de films emblématiques autres, mais il nous a quand même semblé qu'il y avait 2 films matriciels. Enfin, il y en a sans doute, il y en a objectivement d'autres. Mais vraiment, comme aussi. Non, c'est pas pour y arriver, c'est pas pour la transition. D'accord. Mais je veux dire, c'était vraiment de se dire, il y a Les Raisins de la colère, 39, et Le Magicien d'Oz. Ça, on voit très objectivement. 39. On voit que c'est vraiment 2 films qui, même si quelle que soit la façon dont on va prendre l'histoire du cinéma américain après 39, le nombre de films qui repassent d'une manière ou d'une autre par Le Magicien d'Oz et par Les Raisins de la colère est quelque chose d'absolument incroyable. Tous 2, évidemment 39, tous 2 étant aussi des films qui racontent comment est-ce qu'on échappe ou comment est-ce qu'on survit à les dépressions, etc. Donc ça, c'est vraiment, par contre, dans cette longue histoire, je pense qu'on voit bien que c'est sans doute les films, parmi les films les plus cités, en fait, du bouquin. Mais alors, sur les années 70, années 30, Bernard, tu veux... Non, mais peut-être, non, pourquoi vous le sur Magicien d'Oz? Non, mais Magicien d'Oz, commençons. Chapitre 1, Magicien d'Oz. Film Matrice. Le Magicien d'Oz, parce qu'effectivement, il nous est apparu... D'abord parce que aux États-Unis, Le Magicien d'Oz est une référence incontournable, fait partie, j'allais dire, de la culture de base, de la pop culture. De la pop culture. Et il est dans le berceau de chaque Américain, il passe à la télé tout le temps. Il y a les produits dérivés n'en finissent pas, les chaussures rouges de Dorothy, enfin, tout ça fait vraiment partie de la pop culture américaine et c'est constitutif de leur mode de vie, de leur manière d'être. Mais aussi pour les cinéastes. C'est-à-dire qu'on citait des cinéastes qui, dans les années 70, de Scorsese à David Lynch, passent leur temps à signaler ou faire référence ou allusion au Magicien d'Oz. Donc, on s'est interrogé. Et le Magicien d'Oz, c'est l'histoire d'un voyage, c'est l'histoire d'un trajet, c'est l'histoire d'un déplacement. Et ce déplacement, il nous a, nous, intéressés d'essayer d'en faire un principe directeur, mais à double titre. D'abord pour ce qu'il est, c'est-à-dire ce que ça raconte, et presque pour sa valeur d'exemple, mais presque unique. C'est-à-dire que, pour le dire vite, Dorothy, elle est prise entre Somewhere Over the Rainbow, donc l'horizon, la promesse du voyage, The Sky is the Limit, ok. Et puis There's No Place Like Home. Donc la maison, on ne bouge pas, ou si on bouge, on veut y revenir. Et il nous a semblé que dans cette tension-là entre, disons, l'ailleurs et l'ici, il y avait tout ce qu'il nous fallait, entre guillemets, pour parler du road movie, sachant que Dorothy découvre en marchant que ce qu'elle avait toujours voulu, c'était rentrer à la maison ou rester chez elle, mais que pour le savoir, il lui fallait voyager. Donc c'est ce paradoxe-là qui nous a intéressés, sachant que Dorothy, et c'est en ça qu'elle est unique, elle accomplit en quelque sorte le voyage complet, aller et retour, puisque la fée du Nord, gentille, fait en sorte qu'elle lui paye le ticket du retour. À partir de là, comme du temps va passer, tous les road movies d'une certaine manière vont s'inspirer de cette ambition-là. Allons voir là-bas si j'y suis, mais pour savoir que je voulais être là où je suis, mais qu'il faut donc que je me trouve à Rome, il faut que je me trouve une maison, et tous vont faire le trajet aller, mais tous vont avoir un problème au voyage retour. Et donc on s'est rendu compte que ce principe d'Oz, il fonctionnait, et il fonctionnait, comment dire, de manière dépressive, pour énormément de films, que ce soit effectivement The Swimmer de Frank Perry, ou que ce soit L'Épouvantail de Jerry Schatzberg, ou que ce soit Tulane Blacktop, parce que Tulane Blacktop, par exemple, on sait que le premier montage de Monty Hellman durait plus de 4 heures. Et Monty Hellman a dû couper des séquences, et entre autres, il en a raconté une. Et il raconte, je crois que c'est dans le livre d'entretien avec Emmanuel Burdeau, qui était paru chez Capricci, il raconte, Monty Hellman, que à un moment, les deux, donc le driver, le conducteur, le pilote et le mécanicien, sont pourchassés par la police. Il les sème,
et puis comment dire, il se gare sur le bas-côté. Et puis les deux, comme ça, parce que le film est comme ça, ils sortent de la voiture, et puis ils commencent à marcher dans une sorte de prairie, de champ, de terrain vague, et au fond, il y a une maison. Et dans cette maison, ils s'approchent, et ils regardent par la fenêtre. Et ce qu'ils voient, c'est une famille américaine en train de dîner. C'est tout. Ils regardent, Dixit Monty Hellman, et puis ils repartent. Bon. Là, dans ce moment-là, il y a, j'allais dire, tout le Magicien d'Oz et son contraire. C'est-à-dire, effectivement, on peut se dire, ces deux-là regardent à l'intérieur de la maison parce que c'est ça qu'ils ont fui, ou c'est ça qu'ils voudraient rejoindre, ou qu'ils voudraient rattraper sans pouvoir jamais y arriver, sans pouvoir jamais plus y arriver. Et donc, le principe d'Oz, ou le Magicien d'Oz, nous a... Alors, bien sûr, hein, The Yellow Brick Road, enfin, tout y était, quoi, pour... Follow the Yellow Brick voilà, Road. pour interpréter à partir de ce double mouvement les road movies qui y suivent et qui eux-mêmes avaient vu le Magicien d'Oz. Et d'ailleurs, pour prolonger ça, ce que dit Bernard, hein, c'est que le Magicien d'Oz, c'est vraiment une clé à la fois de la pop culture, de la culture américaine fondamentale. Et en gros, nous, on s'était risqué à quelques formules, parce que ça nous a quand même bien occupé, la section du Magicien d'Oz. Et puis ça fait partie, en fait, de ces films dont on sent à un moment donné qu'ils détiennent une sorte de secret théorique qui va beaucoup nous aider. Et en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, parce qu'on parlait de Raison de la colère et de Oz, on voit bien qu'à un moment donné, il y a le film, en fait, ces deux films-là passent presque par une séquence à peu près similaire. On a les Jodes, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'Oklahoma, ils montent tous, l'espèce de camionnette est pleine à traquer, ils vont entreprendre cette espèce de grand voyage. Et le génie de Ford, évidemment, c'est de ne pas accompagner la petite camionnette et de rester sur la baraque, la bourrasque, etc. Et nous, dans notre espèce de délire herméneutique, on s'est dit, oui, mais la bourrasque, c'est le Magicien d'Oz. Et à partir de là, on s'est dit, il y avait deux options possibles. Il y a Ford qui, lui, va rattraper les Jodes les Jodes et les suivre sur ce road movie qui les amène au pays du miel, etc., qui est évidemment la Californie. Et puis il y a ceux qui font un trajet, on pourrait dire, plus vertical et théorique, c'est Judy Garland qui tente c'est pas l'Oklahoma, c'est le Kansas natal. Et donc pour nous, l'idée du Magicien d'Oz, ce qui est aussi compliqué, parce que le Magicien d'Oz n'est pas un film d'auteur, au sens Fleming a bossé dessus, King Vidor, ils sont plusieurs, on peut pas se dire, ah c'est très vidorien. Mais c'est une grosse production. C'est une énorme production. Et surtout, on se rend compte à ce moment-là que théoriquement, tout est là. C'est-à-dire qu'on se dit, sur ce que raconte Bernard, cette idée qu'en fait, parce qu'on n'a pas parlé du magicien, parce que ce qui est génial dans le Magicien d'Oz, c'est que le magicien, je veux dire, on est pendant tout le film à attendre. C'est pour ça que même Kurtz dans Apocalypse Now, on ne peut pas ne pas voir Apocalypse Now sans se dire à la fin, il y a l'équivalent du Magicien d'Oz. Bon, là, on tombe sur non, mais bon. Et ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, tout le film Le Magicien d'Oz est fondé sur cette idée que le secret le personnage qui détient le secret, la puissance en fait de tout ce qu'on vient de voir, c'est un magicien, celui qui règne sur le pays d'Oz. Elle arrive, elle tire le rideau d'émeraude. C'est un charlatan mais sympathique, tripotant, ridicule, avec ses 3 feux d'artifice, machin. Bon, donc principe de désillusion, évidemment très fort qu'on va retrouver dans le road movie. Et puis il y a toutes les questions que se pose en fait Dorothy. Elle a fait tout ce trajet, et puis à la fin, ce trajet, non seulement l'ailleurs n'est pas une version améliorée de l'ici, parce que très très vite elle comprend qu'elle veut retourner dans son Kansas natal. Hein. Donc, mais le problème, c'est qu'elle comprend qu'il fallait faire tout ce trajet, qu'il fallait éprouver la désillusion, le désenchantement pour comprendre qu'il ne fallait pas prendre la route. Pour faire court, il faut prendre la route pour comprendre qu'il ne faut pas la prendre. Parce qu'à un moment donné, elle demande à la Fée du Nord qui lui dit « Mais pourquoi tu ne m'as pas dit au début cette histoire ?» Tu vois, là, on aurait évité quelques millions de dollars. Il n'y aurait pas eu tout ce bordel de décors de studio, etc., etc. Moi, je prenais même pas la route de Brick Road, je prenais la Montgolfière, je redescendais au Kansas. Je dis « Ouais, mais pour comprendre le principe du road movie, en fait, autrement dit, pour que tu ailles au fond de toi-même, parce que prendre la route, on disait tout à l'heure, c'est aussi une histoire personnelle. Quand on prend la route, on ne va pas que dans l'histoire du pays, et c'est vrai, elle est déterrée, les enterrés, le nombre de road movies dont l'un des motifs est la question du déterrement. La Délivrance, ça s'ouvre quand même avec une ville qu'on va engloutir suite à la destruction pour l'ouverture d'un barrage. C'est le motif inaugural de Délivrance. Bon, il y a beaucoup de films comme ça. Mais en fait, fondamentalement, le personnage de Dorothy dans le Magicien d'Oz, c'est quelqu'un qui a besoin, effectivement, de prendre la route pour comprendre qu'il ne fallait pas la prendre. Et ça, c'est assez génial.
Parce que ce principe-là, enfin ce fameux principe d'Oz, on va le retrouver dans tous dans tous les road movies. Et des magiciens d'Oz, il y en a partout, bien ailleurs que dans le Magicien d'Oz, le film. Et d'ailleurs, la Brick Road commence par une sorte de spirale. Voilà. Oui, alors après, deux mots là-dessus, la spirale et la ligne droite, ça c'est quelque chose qui nous a beaucoup guidés. En fait, on a compris au bout d'un moment que en fait, le road movie, en tout cas cette configuration du road movie, elle s'organisait autour de deux figures qui sont toujours la ligne droite et la spirale. Voilà. La ligne droite, c'est j'avance dans l'espace, j'avance dans le temps, donc le trajet, peu importe que ce soit des piscines, un fleuve, une route, une voie de chemin de fer, c'est un déplacement, la ligne droite. Et la spirale, en fait, c'est le mouvement qui l'accompagne, c'est-à-dire que c'est cette idée que en avançant, je creuse au fond de moi-même, je connais la vérité intime de mes désirs, de mon passé, etc., parce que j'ai pris la route. C'est pas en étant sur place que je l'atteins, on le sait bien. Et en même temps, cette spirale décrit aussi un double mouvement temporel, à la fois on pourrait dire de l'histoire personnelle et de l'histoire collective. D'où le fait que, quand on prend dans beaucoup de road movies, mais de Alfredo Garcia, Easy Rider, etc., on a l'impression qu'on voyage dans le passé. C'est presque une machine à remonter le temps, la route. On est là, dans les années 70, et puis on tombe sur les mecs des années 50, et puis après un espèce de vieux hobo comme dans Vanishing Point qui sort des années 30 avec une bagnole type ce que faisait Ford, enfin Henry Ford, dans les années 30. On se dit, mais on va aller où? Jusqu'au Thermopyle, dans ces films de 4 heures. Donc, en fait, il y a vraiment cette idée fondamentale qui est très importante que prendre la route, mais ça c'est une expérience qui est, indépendamment des gens qui écrivent sur le cinéma, qui est tout à fait vraie aux États-Unis. Quand on prend la route, on voyage dans le temps américain. Juste un mot, parce que en t'écoutant j'y repense. Ken Kesey, qui est donc l'auteur de Volodymyr Coucou, en 64, il a une idée avec ce qu'il appelle les Merry Pranksters, qui sont sa bande de joyeux lurons. Il a l'idée de recycler un bus scolaire pour faire un trajet à travers les États-Unis, trajet qu'il entend filmer parce qu'il veut en tirer un film. Et donc, ils partent de San Francisco jusqu'à New York, et ils partent ensemble. Et il a été interviewé plusieurs fois sur cette expérience. Donc, ça passe en 64, et il dit, grosso modo, Kesey, il y a 2 cas qui l'ont précédé. Le premier, c'est Kerouac. Il dit, Kesey, tout le monde à bord du bus avait lu On the Road. Sur la route qui paraît en 1957, et il dit, et l'autre chose qui nous a décidé, et c'est là où on voit à quel point la route fait partie de l'ADN et dans la psyché américaine immédiatement comme espace de résolution, presque comme psychanalyse du pauvre. Enfin, c'est vraiment, c'est là que ça va se passer, quoi. Et Kesey dit, en novembre 63, Kennedy est assassiné, et pour moi, ça a été un tel choc que la seule réponse qui m'a paru possible, ce qui m'a paru le plus américain possible, c'était de prendre la route. Donc au trauma, la réponse instinctive de Kesey et de sa troupe, c'est de se mettre en route. Comme s'il fallait rééprouver le pays à un moment où le pays semblait absolument égaré, déboussolé, décapité. Et je trouve que l'idée de Kesey, enfin ce réflexe, c'est un réflexe, dit quelque chose de cette obligation presque de prendre la route, quelle qu'elle soit, et de quelque façon qu'on la prenne. Alors, pour penser à vos questions, on a un autre micro qui... voilà, commencez à... Profitez-en, on a... Passionnant. Moi j'en ai une, je fais une petite parenthèse par rapport à l'ouvrage, mais peut-être pour ramener à vos expériences personnelles de la route aux États-Unis. Je sais, Jean-Baptiste, que ça fait l'objet de certains des films, mais est-ce que tu peux nous faire partager ce que j'ai été sodomisé vers Châteauguay? Non, ça m'est pas arrivé. Pardon. Pardon, parfois il m'échappe. Il y a un contrôle. Parfois je fais pas attention. Tu vas bien, Jean-Baptiste? Très bien. Mais bois de l'eau. Non, mais ton expérience, parce que je sais que tu en as une avec Chimino, par exemple, ou avec... Qu'est-ce que c'est? Moi je ne l'ai pas fait. Moi, je l'ai fait au Canada, mais pas aux États-Unis. Qu'est-ce que c'est de prendre la route? Qu'est-ce que c'est qu'est-ce qu'il y a ouais. Non, mais je fais une parenthèse. C'est juste une petite parenthèse. Petite parenthèse. Non, mais bien sûr. Non, mais tu sais, très honnêtement, je pense que comment dire, quand tu écris sur le cinéma américain, quand tu vois des films américains,
et quand tu passes du temps, ce qui est quand même un peu mon cas, pas mal de temps aux États-Unis, en fait tout ça se mélange et se vérifie et se prouve. Je veux dire, je n'ai pas, en fait, devant les films, où je pense que c'est notre cas, on n'a pas devant les films des idées qui viennent sur les États-Unis, sur la culture de la route, sur tout ce qu'on vient de raconter, qui serait complètement démenti une fois qu'on a loué sa Chevrolet, qu'on est sur la Highway 50, ça n'existe pas. Autrement dit, c'est exactement la même chose. Et moi, c'est pour ça que les États-Unis, moi j'ai commencé à comprendre, à comprendre, c'est beaucoup dire, en tout cas à approcher un tout petit peu les États-Unis à partir du moment où j'ai commencé à rouler. Et moi, ça implique que j'ai traversé 4-5 fois d'est en ouest, donc en étant vraiment au volant. Je me souviens les premières fois où j'allais pendant, je sais pas, 8-15 jours à New York ou à Los Angeles. On voit un micro-bout, mais c'est pas l'Amérique, enfin, c'est vraiment pas, c'est tout petit, quoi. Mais dès qu'en fait, on ne peut pas aborder les États-Unis si on ne prend pas la route. Pourquoi? Pour plein de raisons. D'abord parce qu'il y a quand même un rapport. En plus, moi, quand j'étais avec Chimino, il me bassinait toujours avec ça. Lui, il vivait vraiment la route comme une expérience mystique. Hein. Donc, on avait ensemble tous les deux de longues plages de silence, que j'avais enregistrées même d'ailleurs, et des longues plages de silence où lui-même se laissait, on pourrait presque dire, pénétrer par l'espace américain, hein, cette idée que nous on a fait le trajet en fait d'abord d'ouest en est, c'était en gros Californie-Colorado et ensuite Colorado-Californie, et lui ce qui lui fascinait toujours c'est d'éprouver le moment où le ciel s'agrandit quand on arrive vers l'ouest. Hein. Alors on peut se dire que c'est quoi ce délire? C'est ce que tu vois, c'est ce que lui avait dit Eastwood d'ailleurs. Absolument, mais c'est vrai. Et c'est vrai. Eastwood lui avait dit. Il sait cadrer les ciels, il a le sens. Ouais. Voilà, tu sais cadrer. On n'aurait pas pu faire ça dans des backing lots quelque part, etc. Et en fait, moi je me souviens avoir été avec lui, puisqu'il faisait Chimino très souvent ces espèces de mini road movie personnels. Hein, c'est à peu près l'équivalent de 800 000 miles, hein, c'est pas le bout du monde. En fait, on traverse 3-4 États et on arrive en Colorado. Mais il le faisait, c'est ce que disait Bernard tout à l'heure, en fait comme une sorte de réparation. Hein, ce moment où on va se ressourcer. C'est pas pour faire de la route au volant d'une bagnole, en fait, on s'en fout. Mais le rapport à l'espace aux États-Unis, c'est un rapport qui est mystique, métaphysique. C'est pour ça que c'est incomparable avec le rapport à l'espace que nous on a plutôt de la campagne, on n'a pas de l'espace. Nous. Et en fait, moi, ça m'est souvent arrivé de prendre la route, on comprend à la fois cette dimension métaphysique. Hein, c'est quand on roule, vous êtes sans doute, certains d'entre vous, allez souvent aux États-Unis, rouler dans les grands espaces américains en ligne droite pendant 3 heures et ne jamais avoir à faire ça avec son volant. Il y a quelque chose qui se passe. Oui et non, mais dans le sens où on voit bien, d'un seul coup, je dirais que en fait, le rapport qu'on a à l'espace, à la nature, et au temps et à soi-même change complètement de nature. Hein. C'est plus je suis en train de conduire. Et puis il y a cette idée de la rencontre, parce que très souvent aux États-Unis, on s'arrête faire de l'essence. C'est dans le pays où on fait le plus souvent de l'essence. Les stations-service. Et chaque station-service, c'est une aventure du peuple. Et moi, ça m'arrive d'être dans des endroits complètement dingues, entre des gens que je reconnais, des rednecks, un peu fous. On y vient. Je sens que on est entre nous. Peut-être le moment où tu en parles. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que cette idée de prendre la route et d'aller, en fait, naturellement, de rencontrer des gens qu'on ne rencontrerait pas autrement, est quelque chose qu'on vit très, très directement. Monsieur veut poser une question. Ouais, c'est pas une question. Attends, Benjamin. Merci, c'est pas une question, c'est pour relever le niveau des délivrance, c'est pour dire l'inverse, ça marche aussi. Et pour moi, la plus belle fin que j'ai jamais vue, c'est We Blew It, qui m'a fait pleurer et qui est l'inverse. C'est la route qui s'en va et le passage au noir et blanc. Et, enfin, ça marche dans les deux sens. Bravo pour ça. Non, mais c'est gentil, mais je ne comprends pas exactement ce que vous voulez dire. Alors, en fait, l'émotion de ce que l'on souhaite quitter, de ce que l'on regarde au loin avec la musique qui va avec, et passage couleur noir et blanc. Et donc, cette route dont on parle, elle montre aussi ce qu'on souhaite, d'où on veut partir définitivement. Je vous réponds pour 2 secondes là-dessus, parce que là, ça ne concerne pas le livre, même si en fait tout concerne tout, en réalité. Tout est pour tout. D'abord, cette séquence de fin est d'abord un pur hommage, mais pas que référence à la fin d'Electra Gliding Blue de James Cullen Garcio, film de 73, avec la même musique de Terry Cass. L'éloignement, alors on se souvient de Robert Blake, tiré comme un lapin par un hippie, hein, de forme inversée, hein, de Dizzy Rider. Et là, on a ce fameux plan séquence qui dure 8 minutes. Bon. Là, le passage au noir et blanc et le long de la route, moi, c'était vraiment l'idée que, moi, j'ai le sentiment, à titre strictement personnel, que ce qu'on appelle le road movie, d'une certaine manière, c'est à peu près
clôturé en tant que forme riche, productive ou autre, à peu près à la fin des années 70 et au début des années 80. Dès les années 80, on est déjà dans le ressassement impossible. Albert Brooks, Dangereux sous tout rapport. On est beaucoup dans la revisitation en fait d'espaces en ruine qui ne fonctionnent plus, qui de cette manière, qui font que la route n'est plus le lieu des possibles. Hein, on pourra peut-être parler après. Mais avant, non, mais attends, tu vas peut-être un peu vite. Moi, j'aimerais bien qu'on parle de ce moment-là, de la crise aussi. On a parlé très rapidement de The Swimmer, le lauréat, tout ça. Ce moment-là aussi, qui est un moment important. Oui, mais parce que Et on a une question en attente. Oui. Voilà. Bon, alors, il y a 3 questions qui surgissent. Non, pour terminer avec cette idée que, moi c'était ma conviction en tout cas, que les années 70 comme ayant été le moment, on pourrait dire phare, de cette forme qu'on appelle au gros le road movie, une fois que la décennie se termine, on est passé sur autre chose. Il y a des moments road movie, il y a des surgissements, etc. Mais donc il faut savoir, nous, en tant qu'écrivant sur le cinéma, ou faisant des films ou d'une certaine manière, prendre aussi congé de cette espèce de période qui peut nous plomber intégralement si on pense qu'il ne va rien se passer depuis les années 70. Hein, donc c'est, de cette manière, elle passe au noir et blanc, donc elle passe au passé, et la route ne va pas nous quitter, donc c'est à nous de la quitter, d'où cette séquence de fin. Après, juste un truc sur la question de Swimmer. Là, on est, donc Swimmer 66, et c'est tout le moment un peu où le road movie est en train, ou plutôt la route comme forme, se réinvite massivement dans le cinéma américain. Donc ces moments, The Swimmer 66, Bohemian Class 67, évidemment Easy Rider, et surtout, en même temps que The Swimmer, toute fin du lauréat. Parce que par moment, un film peut appartenir à cette configuration du road movie sans lui être intégralement consacré. Ça veut dire que le lauréat devient in extremis, on pourrait presque dire, un road movie, et plus qu'un road movie, parce que nous, c'était notre conviction qu'il lançait intégralement, d'une certaine manière, ce qu'allait devenir le road movie des années 70, et pourtant c'est quoi? Il s'enfuit, il enlève il l'arrache à son essai de mariage programmé, avec cette espèce de famille filmée comme une secte satanique, je ne sais pas si vous vous souvenez, etc. Bon, ils prennent le bus, et moi j'ai toujours adoré, parce qu'il ne faut jamais oublier que le film s'ouvre quand même sur un tapis roulant qu'avait repris Tarantino pour Jackie Brown. Oui, tout à fait. Le tapis roulant, c'est vraiment le désir de road movie, on pourrait presque dire, mais dans le cauchemar climatique des années 50, pour dire comme Henry Miller. C'est-à-dire qu'on est vraiment, je voudrais avancer, mais j'avance pas. Et à la fin, de Dustin Hoffman, il a remplacé le tapis roulant par un bus. Très bien, il prend la route, etc. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez du dernier plan du lauréat, qui est un des plus beaux derniers plans quand même de ce moment-là du cinéma américain, où au début ils sont très très contents, euphorie, on a échappé au fou des années 50, l'avenir est en plastique, enfin vous connaissez le lauréat, et puis d'un seul coup il y a un espèce de voile sombre qui tombe sur le visage de Dustin Hoffman et il se dit mais est-ce que c'est une si bonne idée de prendre la route? Est-ce qu'on est sûr du magicien d'Oz? Parce qu'il a vu le magicien d'Oz. Donc il sait que la version améliorée de l'Ici et ailleurs, il commence à comprendre parce que tout personnage de cinéma est aussi un personnage cinéphile qui a vu quand même des choses avant. Et nous, il nous a semblé vraiment que cette la toute fin du lauréat était vraiment presque le plan ou la rampe de lancement du road movie, à tel point qu'on pourrait presque penser que les deux motards, Hirsute, les fumeurs de joint, Easy Rider, sont d'une certaine manière les petits-enfants du Benjamin Braddock du lauréat. Ceux qui n'ont pas vu le lauréat, vraiment l'urgence. Mike Nichols, Anne Bancroft, Dustin Hoffman, c'est film... Oui. Bonjour. Bonjour. Oui, je voulais vous entendre sur un point parce que j'ai découvert récemment, donc tardivement, The Witcher. Et donc Robert Armand, et j'ai entendu une analyse dont, pardonnez-moi, j'ai oublié le nom du critique, c'était dans les bonus du Blu-ray 4K, qui disait quelque chose qui m'a vraiment interpellé, donc c'était sur la figure de l'autostoppeur, où il disait que dans les années 70, l'autostoppeur était une figure de liberté, parce que l'autostoppeur, enfin même libertaire... Avant 70-69, ouais, je vois ce que vous voulez dire, mais à partir des années 70, l'autostoppeur il est plus cool du tout. J'y viens justement, parce qu'en fait son analyse, je voulais vous entendre là-dessus, je ne sais pas si c'est présent dans votre... La question est adressée. Tout est présent dans notre livre et Bernard va y répondre. Bernard, c'est pour toi. Impatience. Concentre-toi. C'était justement, son analyse était que dans les années 70, l'autostoppeur avait cette image de liberté qui voyageait de voiture en voiture sans être propriétaire de quoi que ce soit, et qu'à partir des années 80, et exemplairement dans The Witcher,
l'autostoppeur devient une figure de méfiance, de mépris, voire de danger. Pourquoi? Parce que l'autostoppeur, dans les années 80, qui sont les années Reagan, c'est la figure de celui qui n'est pas capable de s'acheter une bagnole. Et donc, quand on n'est pas capable de s'acheter une bagnole aux États-Unis, on est potentiellement un parasite de la société. Et je voulais savoir si c'est une thèse, d'une part, que vous partagez, deux, si elle est présente dans votre bouquin. Voilà, je voulais vous entendre là-dessus, vous deux. Alors, je vais dire un micro-mot avant que Bernard se lance, parce que là, vous connaissez pas le livre. L'autostopper, c'est son truc. Donc, il n'y a pas de voiture. Et, bon, ce que je voulais dire, c'est... Non, mais, alors, là, en deux mots, la question d'auto... Oui, Deux mots, hein. Ce qui en 2 mots, c'est jamais vérifié. Non, là, ça va l'être. Non, juste pour dire que cette thèse, elle est... Alors, il y a deux choses dans ce que vous dites. Cette thèse, elle est vraie, mais je pense qu'elle est temporellement... elle n'est pas bien bornée. Je veux dire par là que l'autostopper, d'abord, ça existe depuis très très longtemps dans l'histoire du cinéma américain, même dans le film au noir, etc. Donc on n'a pas attendu, là, pour le coup, les années 70. Figure qui perdure, évidemment, dans les années 70. Mais dans les années 70, il y a, on peut dire, l'autostopper, il est sympathique jusqu'à 69-70. Après, sur les années 70, va surgir la figure de ce qu'on appelle le hippie noir, notamment dans la foulée d'un peu d'Altamont et surtout du massacre de Cielo Drive, Sharon Tate, etc. Où d'un seul coup, celui qu'on prend, le hippie qui a l'air cool, comme vous dites, au bord de la route, Manson est passé par là, il est plus cool du tout. Et d'ailleurs, quand on prend les autostoppeurs des films, y compris des années 70, Bob Rafelson, Five Easy Pieces, avec cette folle hein, qui veut plus blanc que blanc là, en Alaska. Quand on prend le type qu'on peut récupérer dans Vanishing Point, je pourrais prendre plein d'exemples comme ça de films très tôt dans les années 70 qui ont déjà, on pourrait dire, rendu pas négatif, mais anxiogène, la figure d'autostopper. Les années 80, est-ce que c'est lié aux années Reagan? Ça, j'y crois pas trop. Je pense qu'il se passe aux années 80, avec les années 80, c'est pas le fait que Reagan ait été élu, c'est qu'à un moment donné, le territoire est intégralement cartographié. Et un des grands problèmes du road movie, ou ce qui marque une de ces grandes bandes en tant qu'histoire de forme, si vous voulez, c'est qu'à un moment donné, il n'y a plus d'espace public libre disponible. Où qu'on soit, on est chez quelqu'un. On arrive dans l'ère du réseau. Et ça change beaucoup. Ça veut dire quoi un road movie lorsqu'on a un GPS? Faites cette expérience aux États-Unis. Hein. Avant le road movie, on a beaucoup d'exemples comme ça. On prend une carte. Et or, comme on le sait, toute carte ne recoupe pas le territoire. Donc ça veut dire qu'on peut avoir sur une carte des surprises, des routes manquantes. Et l'aventure, elle commence presque par le moment où on va chercher une route manquante sur une carte. À partir du GPS, c'est fini ça. Donc on est dans un moment, les années 80, on rentre dans cette espèce de moment, Tron c'est 82, on rentre dans cette espèce de moment où le territoire est intégralement cartographié, on rentre dans un réseau électronique privatisé, et donc la question du road movie, donc de la route comme espace de liberté, en fait est devenue quasi impossible si vous voulez. Et dernière chose sur les piétons, honnêtement, on n'a pas attendu les années 80 pour se dire que vous allez aux États-Unis aujourd'hui, moi j'étais encore il n'y a pas très longtemps, vous allez dans des États pauvres, là moi j'étais en West Virginie pour un autre projet, donc l'État le plus pauvre des États-Unis. Les gens donc, vivent avec l'équivalent d'une sorte de welfare, enfin ils ont 300-400 $ par mois dans des conditions absolument atroces, etc. Mais ils se priveront de manger plutôt que de ne pas mettre de fuel dans leur bagnole qui est déjà défoncée. Autrement dit, être un piéton aux États-Unis, ça fait déjà très très longtemps, à cause de cette culture de la route, à cause des espaces, à cause de tout ce qu'on raconte. Être un piéton, c'est être quasiment un hobo. Hein. D'ailleurs, souvenez-vous, le début de Rambo de Tchékov, adapté de David Morel, donc il ne faut jamais oublier que Rambo est un roman des débuts des années 70 qui est dans les tuyaux pendant tous les 70s et qui sort étrangement en 82, mais Rambo était vraiment un film des années 70 avec un corps des années 80, mais c'est vraiment un film 70s, Rambo. Hein. Qu'est-ce qu'on lui reproche, le shérif Brian Dennehy, quand il arrive en Colombie-Britannique, c'est vous êtes à pied, c'est pas possible. C'est clair. Vas-y, Bernard. Attends, là, j'en avais posé le micro. Ça, c'était 2 mots. Hein. Rien, juste une chose, effectivement, la figure de l'autostoppeur, elle date d'avant. On pourrait dire le film exemplaire de ça, c'est le film d'Ida Lupino qui s'appelle The Hitchhiker et qui date de 1953. Et franchement, c'est un des autostoppeurs les plus terrifiants de l'histoire du cinéma. L'autre autostoppeur auquel je pensais, en plus de ceux que Jean-Baptiste a cités dans les années 70, c'est John Carradine, donc alias Woody Guthrie, dans En route pour la gloire. Mais voilà un film des années 70 qui se passe dans les années 30. Donc c'est-à-dire que c'est
un autostoppeur ou quelqu'un qui, évidemment, avance sur la route au gré des rencontres et des possibilités de monter à bord. Mais cette figure très positive du hitchhiker, elle est en quelque sorte encapsulée dans les années 30, qui est une décennie absolument fantasmée, valorisée, réinterprétée par les années 70. Donc dans les années 70, j'allais dire post-Cielo Drive, la figure du hippie, oui, elle est plutôt négative. L'exemple que citait Jean-Baptiste, c'est-à-dire au début de Five Easy Pieces, le couple de lesbiennes qui montent à bord de la bagnole de Jack Nicholson, et celle qui est saisie d'une logorée absolument insupportable, qu'on a envie de la débarquer avant que Jack Nicholson ne s'y emploie, elle est vraiment une caricature de hippie dégénéré, enfin dans sa mentalité, dans ses références, dans cette obsession qui est la sienne, d'atteindre une espèce d'espace vierge. Oui, c'est une fanatique. C'est une fanatique. Donc la figure, on avait pensé à un moment effectivement consacrer peut-être pas un chapitre, mais un des bords-cadres, ou en tout cas un des textes de côté au Hitchhiker, et puis finalement, je pense qu'on l'a en quelque sorte dissous dans le livre, ou réparti dans le livre, mais après, sur l'hypothèse qui est la vôtre, enfin, ou celle du critique que vous évoquiez, sur les années 80, je ne saurais pas dire exactement, il me semble que la figure négative du Hitchhiker, elle existe déjà dans les années 70. Alors, allez-y. Oui, bonsoir, merci, c'est Bonsoir. passionnant. J'avais une question un peu plus historique. Donc, si le western était schématiquement repousser la frontière, atteindre l'océan, que le road movie à proprement parler était faire la route dans le sens inverse, je voulais avoir votre avis sur le cinéma actuel, contemporain. Quel type de route prennent les cinéastes? Est-ce qu'ils vont d'un point A à un point B, d'un point B à un point A, ou est-ce qu'il y a un point C? D'un point A à un point A. Je peux compléter, bien sûr. Non, parce que je réalise maintenant que Mad Max est absolument C'est pas très- australien. Oui. C'est australien. Oui, mais c'est australien, mais c'est... On l'a Australien, considéré comme... américain, c'est pas pareil. Non, parce que sur un film sur la route, il n'y a pas plus... Ah oui, mais c'est comment dire, nous, notre levier, si je puis dire, ou notre principe, c'était que des road movies, on en trouve dans plusieurs pays. En France, Le Plein de Super d'Alain Cavalier, c'est un magnifique road movie. Il y a des road movies en Russie, il y a des road movies en Australie. Le Fanfaron est bien sûr. D'ailleurs, voilà, Denis Hopper a dit qu'il s'était inspiré, entre autres, du Fanfaron de Dino Risi. Mais là où il nous a semblé qu'effectivement la notion faisait levier pour comprendre quelque chose de l'espace et de l'histoire, ça ne fonctionnait vraiment qu'aux États-Unis. Donc Mad Max étant en quelque sorte australien, Non, mais on l'a écarté, même si l'avant-dernier opus, Fury Road, est absolument génial. Et ne serait-ce que dans cette idée qui structure absolument le film, le coup de l'essuie-glace. Aller-retour, ça c'est... Bon, dommage qu'il n'ait pas été américain, parce que j'aurais adoré, moi, l'ajouter au corpus. Quant à ce que vous dites, c'est une question qui nous, évidemment, quand on a retravaillé le livre, donc post-2011, qu'est-ce que c'est les road movies, disons, classiques ou officiels ou repérables? Il n'y en a pas tant que ça. Ou alors vraiment des ersatz pas très intéressants. Il y a le film de Farrelly tout seul sur les routes, comment il s'appelle, sur les routes du Sud. C'est comme ça qu'il s'appelle. Non, pas sur les routes. Non, comment il pas sur les s'appelle? routes du Sud. Où il voyage avec le musicien noir. Green Book. Un Green Book, voilà. The Green Book, bon, moi je préfère quand ils sont deux. Et puis il y a un film, moi, qui m'a beaucoup intéressé, mais qui est un peu seul, c'est le film d'Andrea Arnold, le cinéaste, American Honey, qui est une cinéaste anglaise et qui fait ce film aux États-Unis. Et le film est absolument passionnant, tout simplement parce que là aussi, capacité du cinéma américain à raconter une histoire à laquelle on n'aurait pas eu accès ou à laquelle on n'aurait jamais pensé si le film ne nous l'avait pas raconté. Donc l'histoire de ces mômes post-hippie et un peu largués, ou beaucoup largués, et qui se retrouvent déplacés comme des bestiaux dans un van pour, de porte en porte, essayer de placer des abonnements, on est en 2016, des abonnements à des revues papier à l'heure d'Internet. On se dit, mais ça n'existe pas. Et en fait, c'est basé sur une enquête du New York Times. Voilà. Donc ce film, American Honey, oui, ça vraiment,
Moi, on tenait à ce qu'il soit dans le corpus. Et puis, avec Jean-Baptiste, il a repéré ce film de 2025 qui s'appelle It Ends, qui est un premier film d'un jeune cinéaste qui s'appelle Alex Hulom. Et le film s'appelle It Ends, donc déjà, c'était parfait pour nous. Et en plus, il est de 2025. Et en plus, c'est une sorte de métafilm, c'est-à-dire un film qui a conscience de toute l'histoire du road movie et qui, d'une certaine manière, s'en inspire comme carburant et tient une sorte de discours sur ce que représente le road movie dans l'histoire du cinéma américain. À partir de là, effectivement, on tenait en quelque sorte une fin, parce que It Ends et en même temps It Never Ends, c'est le principe du film, c'est une route interminable, comme à mon avis, la route, même s'ils la prennent moins ou différemment, même si pour les Américains, cette route va rester, peut-être de plus en plus inaccessible. Parce que ce qu'on a essayé de montrer aussi dans le livre, dont on n'a pas parlé là, c'est qu'il y a un chapitre qu'on a consacré entièrement à un seul film, qui est La mort aux trousses. Et La mort aux trousses, film américain d'un cinéaste anglais, mais toujours est-il que La mort aux trousses raconte, dès 1959, si on regarde le film, comment d'une certaine manière, 10 ans avant Easy Rider, c'est déjà plié. C'est-à-dire que si vous croyez que vous allez voyager librement et comme vous l'entendez, vous perdre et vous trouver, rassurez-vous, le voyage est déjà programmé. L'espace est quadrillé, et à partir de cette grille, au sens propre du terme et figuré, on a, nous, établi une relation avec ce qu'on a appelé le road movie 2.0, qui serait, disons, Tron Legacy, ou des films comme ça qui rêvent l'espace, mais qui ne filment qu'un espace qui est déjà un damier, quoi. Voilà, d'où les films de Michael Mann dont on a pu parler à cette occasion-là. Voilà, ce que le road movie devient mental, ou devient encore plus une illusion, qu'on imagine le territoire possible, mais en fait il a déjà été pensé par quelqu'un qui vous précède. Voilà. D'où ce qu'on disait sur le GPS, d'où ce qu'on disait sur tous les Polar Steps et autres aujourd'hui, qui font que, où que vous soyez, vous ne pouvez plus vous perdre, ou alors il faut vraiment y mettre du sien, et vous ne pouvez plus disparaître, puisqu'on peut tout le temps vous géolocaliser. À partir du moment où vous ne pouvez plus vous perdre, et vous ne pouvez plus ignorer où vous êtes, et qu'on peut tout le temps vous trouver, le voyage, les surprises, la rencontre, la découverte de soi devient encore plus problématique. D'ailleurs, à ce propos, il y a quelque chose dont on aurait pu parler, je ne sais plus qui dans... C'est toi peut-être en train de poser la question sur le rapport entre aller aux États-Unis et écrire dessus, etc. C'est la question des highways. C'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte que l'âge d'or, qui est très très long, les décennies d'âge d'or du road movie, qui grosso modo, en fait, s'achèvent à peu près à la fin des années 70, début des années 80, même si après il y a encore d'autres road movies, etc. Mais on n'est plus que dans la relecture, presque le codicile ou le pas de côté par rapport à cet âge d'or. En fait, ce sont un peu tous des films qui se passent sur des routes, mais pas des highways. Ça veut dire par là que, alors avec la route 66 qui est l'emblème, évidemment, qui est devenu aujourd'hui un peu un cauchemar touristique, mais bon, grosso modo, c'est la route qui relie Chicago à Los Angeles. Mais il y a cette idée que il y a prendre la route et prendre la route. C'est-à-dire que quand vous êtes aux États-Unis, vous rentrez sur une highway, c'est pas exactement comme sur une route nationale type US quelque chose. Parce que la highway, son principe, justement, c'est de ne pas vous perdre de temps pour arriver en évitant toutes les villes. Alors que, moi je me souviens de discussions là, pour le coup avec Jeff Lieberman ou Toby Hooper qui me disaient toujours, ce qui est un truc qui était génial quand on prenait pas les highways, c'est qu'on s'arrêtait au feu rouge, on était interrompu par une fanfare, on avait envie de clope, on s'arrêtait au carrefour, ce qui fait que la route, elle traversait le tissu américain, du peuple américain. Aujourd'hui, quand vous prenez la voiture aux États-Unis, à moins de le vouloir expressément, vous prenez les 5 ou les 10 highways, vous pouvez traverser 5-6 États sans jamais avoir rencontré une personne de cet État-là, et sans jamais être passé par une seule de ces villes. Et ça, c'est le cauchemar. C'est vraiment l'illusion. C'est l'illusion, c'est plus du voyage, c'est du déplacement. Parce que ça a été construit aussi, parce qu'il fallait trouver un juste milieu entre la route nationale et l'avion. On est aux États-Unis. Donc on a construit les highways. Je dis ça, c'est que dans W. Love in America, quand les deux, avec leur camping-car,
Bon, ils ont démissionné, peu importe, ils refont leur vie. Donc on refait sa vie, on achète un camping-car avec un peu de moquette marron et tout, et on prend la route. Bon, évidemment, vrai citadin, etc. Je veux dire, ils sont sur la highway. Et là, ils ont un Dennis Hopper de pacotille qui arrive à côté, ils ont mis Born to be Wild, le type lui fait un droit d'honneur et ils s'en vont. C'est réglé. C'est-à-dire qu'en fait, on sait bien qu'il ne peut pas y avoir de road movie dès lors que Dennis Hopper, en 84, il est sur une highway. C'est pas possible, il n'y a pas de road movie sur des highways. D'ailleurs, il y a eu aux États-Unis, au début des années 80, un livre dont je pense qu'il n'a pas été traduit en France, mais qui a été un best-seller aux États-Unis, un livre d'un type qui s'appelle William Lee Moon. Et le livre s'appelle Blue Highways. Et en fait, le gars a fait son road movie à lui, son road trip, et il ne s'est déplacé qu'avec les tracés bleus, avec les tracés bleus sur les cartes, c'est-à-dire les backroads et les routes secondaires. Et il a fait un livre entier sur ce qu'il appelle les Blue Highways. Ça a été un best-seller aux États-Unis. Une question au fond? Ah, mais s'il y avait d'autres questions avant. Non, mais vas-y. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Merci Monsieur Toré parce que je vous suis sur YouTube. Je voulais vous remercier pour The Swimmer parce que l'analyse était vraiment pertinente. Frankenheimer parce que je suis fan. Je viens droit au but. Vous avez dit que... Non, arrêtez-vous là, ça me convient. Au revoir. Ça a duré 30 secondes. Vous avez mentionné que Délivrance est un road movie avorté. C'est tout à fait juste. Mais il y a un dialogue emblématique dans le film qui dure 2 minutes qui démontre encore plus fort. Il dit aussi que le western est mort, que l'américain type qui voyage d'un but à un autre est mort, et aussi c'est un dialogue prémonitoire que vont illustrer Soleil Vert et Vanishing Point. Reynolds et John Voight sont peinards sur la pirogue, Reynolds est en train de chasser au tir à l'arc, et il lui dit profite, t'as une petite famille, c'est le matérialisme, vis ton métier, t'es heureux, et tu dis bientôt ça va s'arrêter, les machines s'arrêteront, le monde s'écroulera, et le seul but du jeu c'est survivre. Et John Voight lui dit mais tu attends que ça en fait. Oui, parce que les plus forts survivront. Et je trouve que c'est plus que voilà, c'est prémonitoire. Vous allez bien vous sinon? Non, je suis d'accord, mais vous avez raison. Non, bien sûr. Voilà, enfin, et vous avez mentionné que Rambo, effectivement, bon, c'est un film, je suis hyper fan. Et c'est vrai que les 10 premières minutes, voilà, c'est une Amérique aussi qui s'éteint, qui s'arrête, comme aussi dans ce dialogue de Burt Reynolds. Un monde qui s'éteint, une Amérique qui s'éteint. Et effectivement, est-ce que le road movie, c'est la seule solution? C'est partir pour survivre. Oui. Après, alors, vous avez raison, mais c'est très compliqué parce que je veux dire, c'est un peu tout ce qu'on vient de se raconter là depuis 1 heure, parce que le Délivrance, ça souffre quand même avec cette idée, vous parlez d'un monde qui disparaît, d'avec une ville qui va être engloutie. Ça commence avec ça, hein, l'acte fondateur en fait de Délivrance, l'explosion. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'ailleurs, avec cette carrière qui se répercute. Voilà. Et à un moment absolument génial, parce que l'idée géniale de cette séquence-là, je crois qu'il y a 4 ou 5 plans où après l'explosion du barrage, il y a en fait Borman dessert le cadre et prend toute la nature. Ça aura des conséquences très très loin. C'est très beau. Tu vas pas dire que la disparition, on a parlé tout à l'heure de la question des années 30 et 70 du road movie. Quand on repart, on prend la route et qu'on repart dans le passé ou dans l'histoire, de fait, on retraverse des ruines, de certaine manière. Enfin, Alfredo Garcia. Tu parlais de film essuie-glace aller-retour. Alfredo Garcia, c'est road movie idyllique, road movie réel, ou cauchemardesque. Cauchemar. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, le film est vraiment un film qui fonctionne comme intégralement en blue. En fait, c'est presque Alfredo Garcia, c'est le road movie impossible. Et Magicien d'eau, c'était le cimetière où sa compagne Elita est retrouvée enterrée. Et à la fin, on revient dans le domaine d'LGF. Et voilà. Donc je pense que ça fait aussi partie, en fait, la dimension un peu à partir des années 60-70, cette dimension un peu désillusionnée, désenchantée ou mélancolique du road movie. Il n'y a pas beaucoup de road movie, de tous ceux qu'on a cités, qui se terminent hyper bien. Tu parles de Little Miss Sunshine. Un peu. Ah ouais, Non, on en parle un peu, mais c'est vraiment... ça, c'est presque la dégénérescence du genre. On a été La forcés. dégénérescence du genre. Un road movie qui se termine bien et tout le monde est en famille, il y a quelque chose qui ne va pas. Non, mais tout ça pour dire que nous, il y a un moment donné, par rapport à la question que vous posiez sur le devenir du road movie après cet âge d'or-là, en fait, nous, on a vite compris que le road movie n'étant pas un genre, mais une configuration, que les tensions de cette configuration-là, je me déplace, qu'est-ce que je trouve, comment je voyage à l'intérieur de moi-même, quelle forme de liberté, etc., etc., et en fait, elle s'était déplacée
D'où la question du réseau, la question de MAN, de TROD, de la cartographie, du GPS, de la privatisation, etc. On voit bien que ne restent sur la route que des touristes. Il n'y a plus de voyageurs à ce moment-là. Donc les routes, attention, la route, c'est pas forcément des routes de macadam. Dans le livre, on a un chapitre sur Apocalypse Now, The Swimmer 2001. On se dit, mais c'est où le macadam? Nulle part, mais c'est des road movies quand même. Hein. Donc en fait, cette idée, c'est vraiment de se dire que, il y a un moment dans l'histoire du genre, le road movie quitte le macadam. Tout simplement, mais ne disparaît pas, mais il se réinvente, d'où la puissance d'un film comme La mort aux trousses. Les années 50, il a 10-12 ans d'avance, c'est-à-dire qu'il entrevoit le devenir déjà domestiqué en fait, de l'espace américain, le fait que la carte et le territoire se confondent. Enfin, bon, La mort aux trousses, c'est un film qui est vraiment, de toute façon, c'est le moment où Hitchcock invente le film d'horreur moderne avec Psychose, invente le thriller mental avec Vertigo, invente le renouveau des films d'action des années 80 avec La mort aux trousses. C'est complètement dingue. C'est 3 films matrices. Alors, avant votre question, j'aimerais que vous parliez d'un film, parce qu'il y en a peut-être qui ne l'ont pas vu, de Vanishing Point, qui pour moi est un film... Attends, tu as dit que les gens n'auraient pas vu Vanishing Point ici? Non, mais je pense qu'il y a des gens qui l'ont pas vu, ou des gens peut-être qui nous écoutent. Qui n'a pas vu Vanishing Point? Je le savais. Je le savais. Il n'y en a pas beaucoup. Mais des post-it. Non, mais ce qu'il y a, c'est que c'est pour que tout le monde ait vu Vanishing Point. Bernard, peut-être quelques mots sur le film, en parler, le résumé. Le résumé, en fait, c'est un film donc de 1971. C'est intéressant aussi de voir, quand on lit la presse, disons, américaine de l'époque, comment le film est, j'allais dire, maltraité ou relégué, parce que très tôt aussi, alors qu'il y a eu l'effervescence autour d'Easy Rider, pour plusieurs raisons, hein, le film est un immense succès inattendu, mais surtout il propose à un moment où Hollywood est en crise, un modèle économique qui semble la solution absolue. Le film pas cher, il faut d'argent. Voilà, le film il est à moins d'1 million de dollars de budget, et il rapporte X fois sa mise. Donc ça semble pour Hollywood, qui est à la ramasse, hein, en 70, je crois que en 60 il y avait 40 millions de spectateurs aux États-Unis, en 70 il y en a 20 millions, et en 71 16 millions. Donc il y a un peu le feu à la maison. Et quand les nababs vieillissants ou la relève se rendent compte que Easy Rider c'est peut-être la martingale, là effectivement il y a un moment, il y a une fenêtre qui va se refermer à partir des Dents de la Mer en 75, mais il y a une fenêtre où effectivement des cinéastes peuvent prendre le pouvoir et tenter des coups comme, alors disons Easy Rider, mais aussi Tulane Blacktop, qui est un film impensable, qui est impensable à un autre moment que celui-là, et puis un film comme Vanishing Point, mais qui dans la presse passe souvent. Alors les critiques de l'époque écrivent un peu c'est le syndrome Easy Rider. D'ailleurs Easy Rider est en quelque sorte salué dans Vanishing Point. Il y a une séquence ou un plan où la moto de Captain America est filmée et montrée. Donc bon, pour dire salut l'artiste, et on vient de là. Mais Vanishing Point par ailleurs est un film, c'est le road movie métaphysique. Un film des années après, comme le Brown Bunny de Vincent Gallo, ne fait que penser à Vanishing Point, entre autres. Donc juste Vanishing Point, c'est vraiment, c'est tracer, se lancer un défi impossible, qui serait de rejoindre à toute vitesse 2 points qui ne peuvent pas être rejoints dans le temps imparti. Denver-San Francisco. Voilà, Denver-San Francisco. Et en même temps, comme toujours dans le road movie, on se rend compte que le mec qui conduit, le pilote, essaye d'aller le plus vite qu'il peut, hein, comme il est dit dans le film Speed is the freedom of the soul. Donc on est dans la mystique de la vitesse, parce que d'une certaine manière, il s'agirait d'aller tellement vite qu'on pourrait rejoindre un point qui est dans le temps, mais dans le temps passé. Fantasme absolu de ce conducteur dépressif, que d'aller suffisamment vite dans l'espace pour rejoindre le point traumatique qu'il voudrait évidemment réparer, son home à lui, qui est évidemment, on ne peut pas rattraper à toute vitesse quelque chose qui est dans votre dos. Donc le Vanishing Point est un road movie métaphysique qui en plus en passe par le désert. Il y a une grande séquence dans le désert, et je me disais en repensant à Vanishing Point et en pensant à Brown Bunny que c'est vraiment 2 films qu'il faudrait revoir, je disais, me disais en relisant Amérique de Baudrillard. C'est-à-dire qu'il y a des intuitions ou des trouvailles de sens
dans Amérique de Baudrillard, qui me semble-t-il éclaire le film, ou on pourrait dire l'inverse aussi d'une certaine manière, le film de Sarafian. Tout ce que Baudrillard raconte sur le désert sidéral, la manière dont l'Amérique se vit à l'horizontale, l'hypnose de la voiture, la disparition de la figure, tout ce que Baudrillard brasse me semble déjà à l'œuvre dans ces road movies métaphysiques que sont Vanishing Point, que sont Tool and Blacktop et quelques autres. Mais ceux-là, disons, c'est un peu... Moi, à mon avis, les trois grands films, parce que Tool and Blacktop, c'est d'une certaine manière presque... Macadam à deux voix, d'une certaine manière, c'est le seul du corpus road movie, parce que tous les autres, ils sont bloqués sur les années 30 et sur John Ford. Lui, John Ford, c'est moins son sujet, même si My Darling Clementine est un film important, mais Monty Hellman n'aime pas The Searchers, la prisonnière du désert. Donc pour lui, les références, c'est Beckett et c'est Camus. C'est ça son horizon mental à lui. Donc on est dans une autre configuration du road movie, mais c'est pour dire à quel point le road movie est une forme accueillante. Mais d'ailleurs, à propos de Vanishing Point, qui est, d'abord, si vous ne l'avez pas vu, point de non-retour. Oui, le point limite zéro. Point limite zéro, pardon. Point limite zéro. Et, ah oui, ça, on vous encourage. Qui est vraiment, enfin, à titre personnel, pour moi, c'est le road movie ultime. Voilà. On a vu Vanishing Point. Moi, je dirais, parce qu'on a oublié de le citer, le Monty Hellman, effectivement Vanishing Point, et je dirais Vanda aussi de Barbara Loden. Alors, il y a tout un chapitre qui est consacré au road movie au féminin. Oui, le road movie au féminin, mais je pense que Vanda de Barbara Loden, c'est l'autre grand chef-d'œuvre. Non, je suis d'accord. Mais bon, Vanishing Point. Non, mais je dis ça parce que ce que tu disais sur la question du moment, de la dimension, parce que c'est vraiment un road movie qui commence comme une série B. Hein, vraiment, j'échappe à un contrôle de police, un peu de speed pour aller plus vite. Et puis en fait, cette espèce de micro-événement d'un personnage qui s'appelle Kowalski dans le film, qui échappe à ce contrôle de police-là, va prendre des proportions à la fois politiques, métaphysiques complètement démesurées, jusqu'à devenir le porte-parole lointain, en fait, de tous ces Américains, un peu de cette manière qui rêvent de liberté. Droit civique, c'est le droit civique, le DJ, la radio, à Goldfield, hein, dans le Nevada. Donc c'est vraiment un film absolument prodigieux qui cumule absolument tout ce qu'on vient de se raconter sur le road movie. Et ce que tu disais sur le temps est assez drôle parce que moi j'ai eu la chance de rencontrer longuement Sarafian et à l'époque où il n'était plus personne à Hollywood et un jour il m'avait accueilli chez lui et c'est pour ça qu'il avait donc sa petite Dodge Challenger 70 en maquette sur son bureau et j'étais allé le voir comme ça complètement, enfin, je passe tous les détails et non, on achète ça serait trop en deux mots et donc je l'avais cherché parce que c'était ce moment où moi je travaillais pour une émission qui s'appelait Histoire de cinéma sur Canal qui avait été supprimée pour cause d'extrême cinéphilie. Donc j'étais allé, et donc moi j'avais un peu l'étiquette États-Unis, donc je passais pas mal de temps là-bas. J'allais voir, l'idée c'était d'aller voir des cinéastes sur lesquels qui n'avaient pas d'actualité, de sortir de l'éternel tunnel de promotion. Et c'est comme ça que j'étais en voir quelques-uns, et donc je cherchais la piste de Sarafian, qui dans les années 2008-2010 avait complètement disparu des radars. Sarafian, on ne sait même pas s'il était vivant, mort, etc. J'arrive à le trouver, il habitait au sud de Los Angeles, et je vais le voir, et il habitait dans une petite baraque chiche, c'était le beau-frère de Robert Altman, il avait épousé la sœur de Robert Altman. Et dans la petite baraque chiche, je rentre, je vois un grand portrait de Marlène Dietrich, la petite Dodge Challenger en maquette, etc., lui son verre de vin, et je lui dis, vous avez un peu de temps? Il me dit, bah, je n'ai que ça. J'ai tout le temps que vous voulez. Et donc je vais passer une semaine avec lui à faire des entretiens, etc. Et pourquoi je raconte ça? Pour deux choses. Un, alors ça c'est une pure anecdote mais qui m'avait beaucoup amusé, c'est que c'était donc pour une émission, il s'agissait de le filmer Richard Sarafian. Et donc moi j'ai l'idée à ce moment-là, en fait tout simplement de me dire bon bah Sarafian, Dodge Challenger 70 qui est quand même ma bagnole préférée indépendamment du film, et je lui dis bon il faut trouver une Dodge Challenger 70 et on va faire l'entretien avec Sarafian dans une Dodge Challenger 70 qui est celle d'époque d'origine. Alors là c'est quand même compliqué, etc. Et j'arrive à trouver deux collectionneurs à Reno, hein,
le Las Vegas du pauvre, qui sont évidemment, ils collectionnent la Dodge Challenger 70, et sont des fanatiques absolus de Richard Sarafian. Alors je les appelle, je lui dis voilà, c'est un père et son fils. Et je leur dis voilà, j'ai Richard Sarafian avec moi, déjà, donc il y en a un qui est proche de la crise cardiaque. Et je lui dis écoutez, moi j'ai besoin de la Dodge Challenger, on va filmer Sarafian dans une voiture et vous acceptez de la prêter. Alors évidemment, avec grand plaisir. Donc les types ils font tout le trajet, hein, je veux dire, c'est donc Reno, Los Angeles, ils arrivent, et je dis à Sarafian qui avait beaucoup de mal à marcher, qui était déjà vieillissant, etc. Je lui dis Richard, il y a une surprise. On va faire l'entretien, mais je ne vous dis pas. Donc il arrive avec son déambulateur, difficilement comme ça au bord de la route. L'homme du road movie, hein, etc. Et à ce moment, et moi j'avais jamais vu, en fait, j'avais jamais entendu de Challenger 70. Et à ce moment, je t'avais raconté cette histoire, le moteur. Et à ce moment-là, j'ai l'impression qu'un Boeing va atterrir dans les parages de la maison. Je sens un bruit de dingue. Et en fait, ce Boeing-là, c'est la Dodge Challenger qui vient d'arriver, avec le père et le fils, qui avait donc refait une sorte de facsimilé absolument parfait de la bagnole. La plaque d'immatriculation, le volant, les trucs qui pour tout y était. Alors, il voit Sarafian, donc apoplexie, on laisse passer tout ça. Et ensuite, je veux dire, donc Sarafian, et donc c'est beau parce que Sarafian n'avait jamais vu cette bagnole depuis 40 ans. Et il revoyait la voiture qu'il avait rendue totalement. Parce que c'est un film culte aux États-Unis, Vanishing Point, auprès de certaines catégories. Et notamment Primal Scream, je ne sais pas si vous connaissez ce groupe, qui a fait un clip en hommage à Vanishing Point. Et donc les types se garent, et donc évidemment ils sont tous tremblotants. Sarafian arrive, très ému de voir arriver la Dodge Challenger. Et à ce moment-là, ils ouvrent le coffre pour que Sarafian fasse sa dédicace. Et là, il y avait les dédicaces de Barry Newman, etc. Il sillonnait l'acteur qui avait été imposé d'ailleurs à Sarafian par la mafia, parce qu'il y a du fric mafieux dans Vanishing Point. Lui n'en voulait pas du tout, c'était un vrai connard. Il avait dû prendre en fait Barry Newman pour jouer le rôle de Kowalski. Et en fait, il ouvre pour que Sarafian fasse ça. Donc, Sarafian monte dans la voiture, donc caméraman, son, etc. N'étant jamais rentré dedans, je ne sais pas ce que c'est qu'une voiture de 70 ou 71. Et là, la voiture totalement tape-cul, pas d'amortisseur, donc impossible de stabiliser la caméra, et qu'il y a un tel bruit à l'intérieur que même le micro-directionnel n'arrive pas à capter la voix de Sarafian. On va vous filmer 2 secondes, et après on va faire l'entretien dehors, véritablement. Et tout ça pour dire que toute cette aventure avec Sarafian se termine par... Un jour, il me dit vous savez, j'ai écrit la suite de Vanishing Point. Je dis, bon, vous avez écrit la suite, etc. Ouais. Et donc, il sort de son truc, que j'ai toujours chez moi d'ailleurs, un vieux scénario, qui s'appelle en gros le ruban de Mobius. Et donc, en fait, il poursuivait cette idée, d'une certaine manière, qu'en allant très très vite, d'une certaine manière, on atteint un autre niveau du temps. Et il y a Vanishing Point 2, si on veut, la suite de Vanishing Point était un film total, c'était le 2001 en fait du road movie. Et il avait à l'époque jamais trouvé de financement pour le faire parce que Sarafian, sa carrière passionnante, c'est en gros 69 pour ceux qui vous sont 10, je sais pas, Loli Madonna par exemple, film assez dingue avec Robert Ryan et Hannes Borgnine, je sais pas si vous avez vu ce film, Loli Madonna, et jusqu'à grosso modo, Cat Dancing, Convoi Sauvage, qui a repompé Inaritu pour The Revenant. Il fait 4 films incroyables, et après, grosso modo, il disparaît. Et ce scénario absolument génial de la suite, là pour le coup, qui transformait presque l'essai de Vanishing Point, en fait, il n'a jamais pu le filmer. Et il est chez toi. Et donc, tout ça il est chez moi. Et tout ça pour dire que je termine complètement avec ça sur le moment personnel, mais passant du temps avec lui, je lui dis, bon, j'ai une idée de document de film à faire avec vous, monsieur Sarafian. Je lui dis, voilà ce qu'on va faire. On va faire un road movie tous les deux. Il avait sorti la carte, je lui ai dit, dessinez-moi sur la carte le trajet exact de Kowalski dans le film. Et les lieux de tournage. Parce qu'en fait, ça correspond, puisqu'il a tourné exactement dans les lieux par lesquels je suis passé pour la plupart. Et donc, il fait ce trajet, etc. Mais normalement, vous savez, dans le film, dans le scénario, ils doivent terminer, en fait, leur course à San Francisco. Mais pour ceux qui ne l'ont pas vu, en fait, le voyage s'arrête avant ça. Et j'avais dit, on va faire un road movie, ensemble, on va prendre la bagnole, on va aller à l'envers, on va aller de San Francisco à Denver, on prend le trajet inverse, et on va filmer ça en plein hiver, sous la neige. Et lui adorait l'idée, etc. Donc là, je rencontre son fils, Darren Sarafian, qui vient, etc. Tout le monde était d'accord. Je rentre à Paris, 3 mois après, il meurt. Voilà l'histoire. Ah bah merci. Tu nous as bien plombé. Allez, une dernière question. Donc, oui, j'avais deux observations. Une était par rapport à ce que tu as dit, Bernard, sur l'espace quadrillé et le GPS. Et je me disais qu'une bataille après l'autre, en fait, fait justement de cette question du GPS non seulement un moteur de road movie,
mais vraiment arrive à retourner la chose et que ce soit le centre de cette séquence absolument incroyable, justement dans une highway et qui devient, je sais pas, un monument formel. C'est pas une highway dans le film. C'est une route. Ouais, ouais. Oui, la route qui... oui, On n'a oui, pas de oui. highway comme ça. Ou alors il y a un problème de fabrication. Bon, mais, On a compris. mais donc ça c'était pour rebondir. Et l'autre question qui me traversait, c'était si on peut penser, et l'on pense généralement que les films de science-fiction dans l'espace prennent la relève d'une certaine manière du western, est-ce qu'il y aurait une manière de penser des parallèles? Est-ce que ça ferait sens, d'une certaine façon, de penser des parallèles entre le road movie et les films de conquête spatiale? Ah oui, mais nous on a consacré un chapitre à cette question parce que quand les États-Unis se lancent dans la conquête de la Lune, au début des années 60, Kennedy fait un discours. Et la première chose qu'il dit aux Américains à propos de la conquête de l'espace, c'est qu'il parle de The New Frontier, la nouvelle frontière. Et la nouvelle frontière, pour tous les Américains, le terme de frontière désigne la conquête de l'Ouest, telle qu'elle a été théorisée par Frederick Jackson Turner, qui avait inventé cette théorie de la frontière, qui était en quelque sorte la ligne de peuplement de l'espace américain, et considérant qu'en 1890, le peuplement était terminé, la ligne s'était brisée, et que donc la conquête de l'Ouest, entre guillemets, était terminée, donc 1890-1893, donc 2 ans avant que le cinéma, entre guillemets, avec une date française 1895, n'advienne, c'est-à-dire comme si le cinéma aux États-Unis avait pris le relais imaginaire d'un espace clos physiquement soi-disant. C'est-à-dire comme si il fallait trouver sur l'écran un espace de consolation, parce qu'on ne peut pas aux États-Unis se passer d'espace. Et si l'espace physique au sol, horizontal, est bouclé, alors, d'une certaine manière, on invente le cinéma. Ou on invente la conquête spatiale, c'est-à-dire road movie vertical. De ce point de vue-là, 2001 Odyssée de l'espace est typiquement et absolument, bien évidemment, un film de science-fiction, mais peut être considéré comme une version inattendue, mais un prolongement vertical de cette idée. D'une certaine manière, on ne pouvait pas imaginer un autre peuple qu'américain pour conquérir la Lune. D'une certaine manière, ils ont tellement l'habitude de l'espace que celui-là aussi, d'une certaine manière, il était possible d'y accéder. Et la dernière chose, c'est que en plus 2001, vous savez, il y a la fameuse séquence à la fin de La Porte des Étoiles, c'est-à-dire que Kubrick, qui à ma connaissance ne fumait pas de joint, fait la séquence, le trip le plus invraisemblable de l'histoire du cinéma, et ce dont on n'a pas parlé, mais qui évidemment appartient à ces années 70, c'est aussi la question du LSD, la question du voyage, du voyage mental, qui se double de ce voyage physique ou inversement. Donc oui, le road movie a à voir avec disons, je ne sais pas comment on peut appeler, le space opéra, ou en tout cas le film de science-fiction, et principalement 2001. Moi j'ai envie de recouper ça avec une notion aussi, la notion politique actuelle. Vous n'avez pas parlé de la destinée manifeste destinée. C'est exactement la même chose, et du peuple américain qui s'autorise de conquérir et l'espace, alors l'espace vertical, comme tu viens, la conquête de l'espace, et qui recoupe ce qu'on vit aussi actuellement, la doctrine Monroe, toutes ces choses-là. La destinée manifeste, c'est l'expression en quelque sorte qui permet à l'Américain de s'autoriser ou de s'arroger l'espace, quel qu'il soit, alors qu'il considère comme sien, mais évidemment, et c'est là où le road movie est intéressant aussi, c'est parce qu'on peut en tenter une définition comme ça, c'est à la fois, ce qu'on a écrit dans le livre, c'est à la fois renouer avec l'élan pionnier, l'énergie de l'élan pionnier, ce que Pierre-Yves Pétillon appelait l'élan phallique, et en même temps avec une conscience de l'histoire. Cette fois-ci, si on reprenait la route comme au temps des pionniers, mais en oubliant personne et en massacrant personne. C'est-à-dire comme si on allait retrouver, en se mettant en route dans l'espace, là encore l'histoire, et donc les Indiens. Un film tardif comme Sun Chaser, un film comme Dead Man, un film comme Poro Highway, tout d'un coup, renoue, et puis le hippie, qu'est-ce que c'est que le hippie sinon un Indien blanc, quoi. Donc il y a ce rêve
du road movie, d'écrire enfin la vraie histoire du cinéma. La vraie histoire, oui, des États-Unis. L'importance d'un livre comme celui d'Howard Zinn sur l'histoire des... L'histoire populaire. Voilà, l'histoire populaire des États-Unis. Un super documentaire sur... Voilà, il y a eu un documentaire à partir de ce livre-là en 2008, c'est-à-dire, on en parle dans le livre, The People Speak, qui survient évidemment à la fin des années Bush. Donc il y a toujours cette idée dans le road movie que ça va permettre de revisiter l'histoire des États-Unis et peut-être de l'écrire enfin. C'est-à-dire en incluant tout le monde dans cette version que décrivait Jean-Baptiste, qui serait celle d'un peuple réconcilié ou d'un peuple rassemblé, et non pas d'un peuple émietté, massacré, fragmenté, oublié, enterré. C'est tout le projet, on pourrait dire, du documentaire génial de... Ken Burns. Non. De Kramer. Oui, de Robert Kramer, qui s'appelle il faut qu'on arrête, je suis fatigué. Road to USA, qu'il tourne en 88, c'est-à-dire qu'il s'est absenté pendant 10 ans des États-Unis. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il commence par lire Walt Whitman, Song of the Open Road. Il va visiter la cabane de Walden de Henry David Thoreau, et il prend la route côte est. Il fait en quelque sorte le trajet à l'envers de New York-Miami, et il réapprend les États-Unis, il réapprend les Américains, il les rencontre, il se rend compte que tout le monde est contre tout le monde, il se rend compte que c'est un peuple fragmenté. Il y a même un militaire à ce moment-là qui dit, on est en 88 ou 86 au moment où il tourne, et il dit la permissivité des années 70 est terminée. Bon. On comprend qu'effectivement, on est passé dans une autre ère, mais cette idée proprement américaine, là encore, de réapprendre son pays en prenant la route et en faisant ce film génial de 4 heures, qui se termine par une allusion, il termine en Floride, et il fait une allusion, il y a une visite touristique, et il décrit les coraux, et il dit, il y a tous ces coraux éparpillés, ce n'est qu'un seul tube digestif, un tube digestif commun. C'est comme si, in fine, Robert Kramer trouvait, au bout du voyage, la métaphore qu'il cherchait pour se dire, oui, c'est encore possible, un peuple réuni en quelque sorte. Bernard, ça me fait plaisir que tu parles de Robert Kramer, parce que figure-toi il y a une réunion, vous en parlez très bien. Les amis, ça fait 1h40. J'avais dit 1 heure. C'est de sa faute, c'est de sa faute, il est très bavard. Comme vous avez été patient, qu'ils étaient bavards, loquaces, ce qu'on veut, voilà. J'entendrai merci en tout cas de votre patience. Donc un grand merci. Merci à vous. Donc les ouvrages sont en vente à la caisse. On va faire la dédicace là-bas, vers la caisse. Et un petit pot, il y a du vin, de la bière, voilà. Merci à toutes et à tous. Merci.